Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon, de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis coach en finances personnelles, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui stagnent dans leur épargne et dans leurs projets à se choisir une nouvelle vie prospère. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes désormais plus de 25 000 à écouter chaque mois. On y parle de vos préoccupations d'argent au quotidien. Pourquoi ai-je l'impression de ne jamais avoir assez d'argent ? Est-ce l'argent qui amène le bonheur ou le bonheur qui amène l'argent ? Est-ce que je devrais me contenter de ce que j'ai ? Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous souhaite la bienvenue. Mettez-vous à l'aise, on va parler d'argent franchement. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur l'Instagram de Budget Chéri. C'est là où je suis la plus active, j'y partage pas mal de contenu et de réflexions. Et vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Imo Chéri, où cette fois-ci je partage des photos des nombreux chantiers immobiliers en cours. Cette semaine, je reçois Alexandre Réard dans le podcast, qui est joueur de poker professionnel, récemment classé dans le top 3 français et depuis quelques années dans le top 50 mondial. Rien que ça. Alexandre a débuté sa carrière pro en 2013, à peine 30 ans, tournant le dos à une prometteuse carrière professionnelle d'ingénieur en travaux publics. Il vit aujourd'hui à Cardiff avec sa femme Aurélie, elle-même joueuse de poker pro. Avant de le rencontrer, j'étais vierge de toute connaissance sur le poker. Je pense que comme tout le monde, j'avais fait 1 ou 2 parties de poker entre amis de manière totalement non professionnelle. Et je peux vous dire que c'est rafraîchissant de découvrir un autre univers, voilà, de parler d'autres choses, un univers que je maîtrisais pas moins, c'est pas du tout. Donc vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, vous imaginez bien que j'avais des dizaines de questions à poser à Alexandre. C'est pour ça que ça a duré un peu plus longtemps que prévu, notre entretien. En même temps, quand j'ai la chance de discuter avec des personnes comme Alexandre, j'ai envie de prendre mon temps. J'ai envie d'aller dans les sujets en profondeur, de cuisiner mon invité pour lui faire raconter des choses qu'il ou elle, que mes invités n'ont pas l'habitude de raconter. Ou même que parfois, ce sont des questions, des interrogations qu'ils n'ont même pas l'occasion de se poser dans leur vie quotidienne. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est aussi pour ça que j'ai choisi des formats longs. Donc voilà. Parmi les questions que j'ai eu envie de poser à Alexandre et qui nous ont amenés à de longues conversations et digressions, je lui ai demandé c'est quoi la vie d'un joueur de poker pro ? Et est-ce que l'image que moi j'en ai, c'est-à-dire coque pute champagne, j'y reviendrai dans l'épisode, est-ce que cette image est réelle ? Est-ce qu'elle l'a été ? Elle est toujours d'actualité ? Comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on assume de faire un métier qui, en fait, n'en est pas un aux yeux du monde ? Comment est-ce qu'on s'améliore au poker ? Quelles sont les qualités essentielles d'un joueur de poker pour devenir pro ? Comment est-ce qu'on gère son argent quand on est joueur de poker pro, qu'on gagne potentiellement des grosses sommes, mais à une fréquence qu'on ne maîtrise pas de temps en temps ? Ou pas. Et il y a aussi la notion de perte à maîtriser. Comment est-ce qu'on gère le risque lié, le risque intrinsèque lié à la discipline même, au jeu de hasard ? Et pourquoi a-t-il fait le choix de partir vivre au Pays de Galles ? Et enfin, est-ce qu'il a des objectifs ? Est-ce qu'il se fixe des objectifs, notamment de gains ? Et comment se fixe-t-il ces objectifs ? Voilà parmi les quelques questions que je lui ai posées pendant cet entretien. Et ce que j'aime particulièrement dans cet épisode, c'est qu'il est plein de surprises et d'enseignements. Que vous soyez intéressé ou non par le poker, ça a suscité ma curiosité, mais je peux pas dire que le poker n'est pas un sujet d'intérêt pour moi. Et pourtant, j'ai adoré notre échange, donc je vous souhaite exactement la même chose. Et sur ce, je vous laisse en notre compagnie pour le découvrir par vous-même. Salut Alexandre. Bonjour Delphine. Le grand public, je suis pas sûre que le grand public te connaisse. D'ailleurs, moi, je ne te connaissais pas encore il y a peu. Donc, l'univers, alors je suis loin de l'univers du poker. Mais par contre, je suis trop contente de rentrer dedans et de faire découvrir aux auditeurs. Alors, tu t'appelles Alexandre, tu as 36 ans, tu n'as pas d'enfant, tu es joueur de poker professionnel depuis 2013, c'est ça ?
Exactement. Voilà, et tu habites à Cardiff pour des raisons sur lesquelles on va clairement revenir, parce que y a plein de raisons derrière ça et elles sont toutes intéressantes. Est-ce que, bon, c'est une bonne présentation un peu en mode CV carte d'identité, est-ce que déjà je me suis pas trompée et est-ce que t'aimes bien rajouter des choses? Est-ce qu'il y a des choses quand on te demande de te présenter que tu t'aimes bien mettre en avant? Non, voilà, c'est exactement ce que tu as dit. C'est assez simple, mais heu, c'est très bien résumé. Donc, voilà, je suis marié aussi, on peut rajouter C'est vrai. Avec un une bout de joueur de temps. poker pro aussi. Exactement. Et bon, on verra je pense par la suite qu'en plus on s'est pas rencontrés au poker, quoi. C'est ça qui est Mmh. beau. Alors, la raison pour laquelle j'avais envie de faire un épisode sur ton métier, c'est en fait la première chose que je me suis dit, mais c'est un métier, ça fait partie de tes métiers que qu'on fantasme, nous non joueurs, enfin grand public, on va dire, non initiés même au jeu, se dire que on peut faire de cette discipline qui est plutôt de l'ordre de, voilà, pour tout le monde, c'est quand même le jeu de casino. Il y a beaucoup de fantasmes derrière la table de poker, gagner de l'argent au jeu de hasard, et cetera. Donc l'idée même de pouvoir en faire un métier, même si je savais qu'il y avait des joueurs pros, heu, enfin moi ça m'intrigue et ça me passionne. Donc voilà, j'avais envie qu'on parle de tout ça, j'avais envie on va parler de tout ça, on va parler d'où tu viens, on va un petit peu parler du jeu aussi parce que je crois qu'on peut pas tellement parler de ta vie sans parler un peu de ce que c'est que le poker et j'ai essayé de comprendre ce que c'est, mais je pense que je suis loin du compte. Voilà, j'avais envie de comprendre comment on fait ce choix-là, ce que ça implique, et surtout, il y avait une dimension, et c'est sûr, on va en reparler. Il y avait une dimension que j'avais jamais perçue, c'est la complexité de la gestion de son argent quand on a choisi le métier que tu as choisi, avec des rémunérations complètement aléatoires. Enfin, tu sais jamais combien tu vas gagner, quand tu vas le gagner, etc. Donc voilà, comment tu gères ça, c'est aussi tout un aspect que j'avais envie de discuter avec toi. Commençons par le commencement. D'où viens-tu, Alexandre? Alors, donc moi, je suis, originaire de la région parisienne. Je suis né, par contre, dans le sud de la France, à Avignon. J'ai passé les 7 premières années, 8 premières années de ma vie en Afrique, au Gabon, à Libreville exactement. Et puis, après la mutation de mon père, en région parisienne, j'ai fait toute ma vie, on va dire, là-bas, pour après ensuite finir depuis maintenant, ça fait 2 ans que je vis à Cardiff, au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Dans quel environnement, j'ai envie de dire, social, tu as grandi? Tes parents faisaient quoi? Et quel était est-ce que tu as des souvenirs de ce qu'on se disait de l'argent dans ta famille, du vécu en lien avec l'argent que quand tu étais petit? Parce que c'est pas anodin aussi de passer 8 ans au Gabon. Peut-être que d'ailleurs ça a marqué un peu ta relation à l'argent ou pas du tout? Non, pas du tout, honnêtement. Enfin, on est dans une famille où, mon père est ingénieur était ingénieur dans les travaux publics, et ma mère était infirmière. Donc c'est vraiment des parents qui ont tout axé sur, le travail, dans notre éducation, enfin beaucoup sur le travail au niveau de notre éducation, sur la santé beaucoup, et par contre toujours, avec, ce côté où l'argent, ça reste quelque chose que de matériel, quoi. Donc, on n'a pas dans la famille vraiment un rapport à l'argent, très, comment dire? Sacré, prononcé. Alors bien sûr que entre guillemets, «on aime bien l'argent», enfin, genre dire «on s'en fout de l'argent», je pense que c'est faux, mais en tout cas, c'est pas notre raison de vivre à la base, quoi, clairement. Et par contre, voilà, j'ai jamais manqué de rien. J'ai vraiment, eu une enfance, normale, enfin enfin normale plus même, enfin tout était OK, et cetera. Mais voilà, j'ai jamais eu ce rapport à l'argent en mode: «Ouais, il faut absolument que je sois riche, il faut absolument que je gagne beaucoup d'argent, il faut absolument que» non, c'était pas ça. C'était l'argent nous permettait de vivre, d'avoir de répondre à nos besoins, un peu plus si possible, comme partir en vacances, et cetera. Mais voilà, ça s'arrêtait à peu près là, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, de relever cette contradiction, entre, l'argent c'est important et en même temps l'argent c'est pas important. J'ai l'impression qu'on reçoit tous, ce message hyper contradictoire de la société. Heu, on voudrait tous, penser qu'en fait l'argent c'est pas important pour nous parce que l'argent ça a souvent un caractère qui est pas très, très valorisé dans la société,
et en même temps, force est de constater que c'est quand même important, Ouais, d'en on en avoir a et besoin un cetera. minimum, quoi, On en enfin, a voilà, un minimum, mais même, en fait, quand on en a beaucoup, ça permet aussi de faire des bien choses, sûr, bien sûr. il y a des gens qui sont riches, qui font des choses incroyables avec leur argent, pour ne citer que Bill Gates, mais c'est pas le seul, et hem et en fait, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, et j'en fais partie, à être pris au piège de cette espèce de contradiction. Mais du coup, c'est important ou c'est pas important l'argent? Et Bah, c'est exactement ça, enfin la phrase, «L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue», quoi. C'est exactement ça, quoi. mmh, Ça suffit pas d'avoir de l'argent pour être heureux, heureusement d'ailleurs, et qu'on peut être heureux sans argent, je pense que c'est vrai aussi, heureusement. Mais bon, ça aide, quoi, ça c'est sûr. donc toi, t'es plutôt, bon élève, mauvais élève, comment ça se passe la scolarité pour toi? Alors moi, je suis plutôt bon élève dans le sens où j'avais des bonnes notes. Après, c'est un peu comme beaucoup, perturbateur, on va dire. J'étais pas l'élève modèle dans le sens où, j'avais des bonnes notes, mais que les profs attendaient toujours plus, hein, comme souvent. J'étais pas le premier à faire, mes devoirs à fond, j'étais pas le premier à être très enfin voilà. J'ai eu une scolarité, plutôt correcte, plutôt normale, avec, un bac S, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai même exercé le métier d'ingénieur. Et d'ailleurs, tu m'as dit en préparant cet épisode, alors ça peut sembler, ça peut sembler bizarre quand on sait la suite de ton parcours, mais en fait, tu étais plutôt, satisfait de ta première vie professionnelle? Ouais, c'est vrai que je cherchais pas autre chose, quoi. C'est exactement ça, je cherchais pas autre chose, j'ai parce que encore une fois, j'étais dans un environnement familial, qui m'avait, inculqué des valeurs qui me tiennent aujourd'hui encore à cœur, hein, qui sont que le travail, bah, c'est la santé. On va dire qu'on est dans un système, qui fait que, bah, travailler, ça fait partie de notre vie, hein, j'ai envie de le dire comme ça. Et du coup, bah, je faisais mon train-train, parisien, avec un métier qui me passionnait, qui me plaisait beaucoup, mais c'est vrai que quand on prenait un peu de comment de hauteur sur cette situation-là, on se rendait quand même bien compte qu'on passait énormément de temps, enfin quand je dis on, c'est moi, ma femme et moi, mais comme beaucoup de gens, énormément de temps au boulot et pas forcément avec les personnes que l'on a choisies à la base, quoi. Donc c'est assez contradictoire, ouais, tout à fait. Et malgré, la satisfaction que tu tirais de ton métier, en plus, avec peut-être des niveaux de salaire qui étaient tout à fait corrects, et un voilà, un niveau de vie qui était correct, hem, c'est quoi en fait? Tu vois plus loin et tu te dis: «Mais je vois pas d'issue». C'est-à-dire que, je vois pas comment je pourrais, travailler moins tout en maintenant ce revenu, voire même en gagnant plus. C'est ça, en fait, c'est parce que en fait, tu es devenu joueur pro, si je veux dire 2013, ça veut dire que tu avais à peine 30 ans, donc c'est à la trentaine, ce fameux cap de la trentaine. et, euh, et en fait, c'est quoi? Tu te dis, mais je vois pas comment je peux résoudre cette équation. C'est ça, en fait? Non, pas du tout, parce qu'en plus, vraiment, j'avais des très bonnes, perspectives dans mon entreprise, hein. On m'avait projeté, on va dire un pas j'irai pas jusqu'à dire un bel avenir, mais on m'avait projeté quand même une fin de carrière déjà un peu anticipée avec des étapes, où on m'avait prévenu que j'allais faire telle ou telle chose et cetera. Donc j'avais quand même une certaine sécurité vraiment et avec une évolution. Donc ça, c'est quand même intéressant dans la vie quand on sait qu'on a une évolution et cetera. Mais en fait, le poker a vraiment tout bouleversé dans le sens où c'est une comment on appelle ça? Une activité, tu avais employé un autre mot qui me plaisait bien la dernière Discipline. une discipline, voilà, une discipline qui me correspondait parfaitement sur, plein de niveaux, autant en termes de jeu qu'en termes de niveau de vie, qu'en termes de qualité de vie et puis, associer ça à ma femme qui, elle aussi, aimait beaucoup ça et qui était prêt à faire la même chose, bah, on va dire que tout se coordonnait bien et que du coup, voilà, en tout cas, c'était à essayer pour pas avoir de regrets dans un premier temps, quoi. T'as rencontré ta femme pendant tes études? Ouais, on s'est rencontrés au lycée et puis, on est sortis ensemble, si on peut dire ça comme ça, après le lycée, quoi, juste après le lycée. Ok. Et alors, à quel moment le poker est rentré dans ta vie? Ah, il est rentré, en école d'ingénieur, quoi, parce qu'en fait, pour bon, j'ai pas été très clair, mais j'ai fait un IUT dans un premier temps, donc Ouais. 2 ans pendant 2 ans après mon diplôme et mon bac, pardon et ensuite, j'ai réintégré une école d'ingénieur, du coup, pour les 3 dernières années et c'est à ce moment-là où on a commencé à jouer, donc nous, on a commencé à jouer après on va en parler sûrement, mais dans les cercles, quoi et ensemble tous les 2 quoi.
Et en fait, enfin, tu joues tout de suite en cercle ou tu joues dans ta chambre universitaire avec les potes. En fait, j'ai l'impression que tu es tout de suite passé. On n'a pas parlé quand on s'est parlé avant, mais tu es passé tout de suite à un truc un peu, enfin, limite, enfin, sérieux, quoi. Ou alors, parce qu'on a tous Non, joué au poker avec ses potes, non. avec quelques verres d'alcool dans le nez. Et ça, je crois qu'on a dû tous faire, tu vois. Mais à quel moment tu te dis, je vais aller dans un cercle? Ouais, c'est un peu ça. En fait, non, je suis pas du tout passé par le cercle directement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert le poker, bah, comme tu le dis, avec des amis, en buvant des verres, en rigolant et cetera, là, pour la première fois avec Aurélie. Et puis au final, bon, ça nous a plu, on s'est un peu plus intéressés, on a commencé à regarder il y avait à l'époque, il y avait le WPT, donc c'est le World Poker Tour qui venait en France et qui était filmé par donc Patrick Bruel. Donc on a commencé à regarder des DVD de ça. Ça nous a beaucoup plu, des émissions, ça nous a beaucoup plu. On s'est un peu plus renseigné. Moi, j'ai commencé à partager ça avec mes amis d'enfance. Donc, en leur disant, hey, les gars, regardez, le poker, c'est trop bien, etc. On a commencé à jouer, on a commencé à parier un petit peu d'argent. Mais à cette époque-là, voilà, moi, je suis à l'école d'ingénieur. Je touche un petit peu d'argent parce que je suis dans une école d'ingénieur en alternance. Donc, j'ai un petit salaire, mais bon, qui suffit pas du tout à pouvoir se lancer avec une bankroll euh, sérieuse dans le poker pour le live en tout cas. Pour le online, c'est encore autre chose, mais on en reparlera plus tard. Je vais pas perdre tout le monde. Mais du coup, je fais mes parties avec mes amis. On parie 5 euros, 10 euros, et puis on est 7-8 à la table en fait. Et puis au fur et à mesure, bah, quand on gagne, on récupère un petit peu d'argent, donc 50 euros, 30 euros, 40 euros. Donc voilà, on monte une bankroll un peu comme ça. Et puis en fait, je m'aperçois que je gagne beaucoup plus que mes copains gagnent, quoi. Donc déjà, je me rends compte que bah, finalement, il n'y a pas que de la chance, et puis qu'il y a un peu une part on peut dire de skill, on appelle ça comme ça, de compétences, quoi. Et puis bon, je continue à me renseigner, à apprendre, et puis à un moment, je décide de passer le cap et d'aller dans le cercle de jeu de l'Aviation Club de France, qui est sur les Champs-Élysées, qui est un cercle de jeu très prisé. Et donc j'arrive là-bas dans un milieu complètement inconnu et qui est complètement différent de ce que moi je connais de mon éducation, quoi, en gros, quoi. Hmm. Différent Voilà. quoi? Différent en tout, différent parce que on arrive dans un mode de jeu où, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu de fantasme, où Hmm. voilà, il y a beaucoup d'argent. Donc beaucoup d'argent, ça inclut beaucoup de choses pas bien dans la tête des gens, parce que comment est-ce que l'argent a été gagné. Et puis bon, c'est vrai que quand tu vas dans les cercles de jeu, tu vois différents personnages de différentes classes sociales, de différents, voilà. Donc c'est un univers complètement différent où j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'étais resté dans ma première vie. Un rythme de vie, voilà, vraiment différent, où les gens sont prêts à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour pas grand-chose, on va dire. Et bon, voilà, donc c'est pour moi qui suis étudiant, qui vient d'une famille de classe moyenne plus, on va dire, c'est tout nouveau pour moi, quoi, clairement. Est-ce que ce qui t'attire à ce moment-là, c'est ce que tu dis que finalement tu commences à te rendre compte que t'es plutôt bon. Enfin, je sais pas si tu te rends compte que t'es bon, mais en tout cas t'es meilleur que tes potes. Euh, c'est le gain qui est ton moteur à ce moment-là, ou t'as déjà quand même une notion du jeu, de la stratégie, et t'es vraiment grisé par le jeu en lui-même. Ouais, moi, c'est le jeu. Enfin, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment pas un rapport à l'argent comme ça en me disant, ouais, je peux gagner beaucoup d'argent et tout de suite. Non, pas du tout, quoi. C'est pas du tout mon premier regard. Mon premier regard, c'est vraiment le kiff de ce jeu qui fait appel à énormément de compétences humaines et intellectuelles, on va dire, quoi. Et du coup, ça me plaît, quoi. Ça me passionne, ça me donne envie de vraiment me surpasser et puis essayer de vraiment comprendre tout ce poker-là. Il y a une phrase qui résume un peu le poker où on dit que c'est très facile à connaître les règles du jeu, mais qu'en gros, on met toute une vie pour comprendre le poker, quoi, en gros, quoi. Et c'est un peu ça. Et ça, cette phrase-là, elle est super intéressante. Et à ce moment, j'apprends que le poker aussi s'étudie un peu à Harvard. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que Ah ça montre ouais? une. Ouais, ouais, c'est vraiment très complexe et qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. On va parler beaucoup. Enfin, on parle aussi de management de bankroll, tu vois. Donc tout ça, ça montre qu'il y a quand même une gestion quand même qui est derrière et c'est super intéressant, je trouve. En fait, on dit souvent que tu disais qu'effectivement, t'es pas rentré dans le. Tu me confirmais que tu étais plutôt rentré dans le poker parce que tu étais intéressé par le jeu et pas par les gains. Est-ce que tu as constaté d'ailleurs que quand on y allait pour l'argent, en général, on n'arrivait pas à être en réussite
successful dans le poker. Un peu comme on dit, en fait, si tu deviens chanteur pour être célèbre et pour gagner de l'argent, tu seras jamais un bon chanteur. Ou si tu veux devenir présentateur ou si tu veux faire de la radio pour être connu, tu seras jamais un bon animateur de radio. Est-ce que c'est un peu la même chose au poker? Est-ce que si tu joues au poker pour gagner de l'argent, tu seras jamais un bon joueur de poker? Non, on peut pas dire ça. Déjà, ça dépend de la là, après, ça va être un aspect mental, en fait, qui va rentrer en considération et savoir faire la part des choses au moment où les gens jouent, en fait. C'est surtout ça. Maintenant, non, on peut être un très bon joueur de poker en pensant qu'à l'argent, mais il faut aimer un minimum le jeu ou en tout Hmm. cas, enfin, c'est un peu comme n'importe quel travail, quoi. Je pense que si on fait un travail qui nous plaît pas, c'est compliqué de gagner beaucoup d'argent. Si on fait quelque chose qui nous plaît, ça devient plus facile. Donc là, je pense que le rapport est plus ou moins le même, quoi, en gros, quoi. Entre le kiff et l'investissement, bah, c'est un peu la même chose. Alors, là, ça va être la partie pédagogique de l'épisode. Tous ceux qui connaissent déjà tout au poker, vous pouvez passer. Euh, alors, comment est-ce que... Je vais pas diriger mes questions, mais comment est-ce que toi, tu présentes ton jeu à des gens qui n'y connaissent rien? En fait, comment tu peux expliquer le poker à des gens qui n'y connaissent rien, comme c'était mon cas encore il y a une semaine quand on s'est parlé? Euh, voilà, par où tu commences? Alors je commencerai par le fait que c'est un jeu quand même qui est vachement, enfin sociable, quoi. On va être avec, énormément de gens autour d'une table, pendant un tournoi où on va échanger, on va discuter. C'est un jeu qui est très psychologique aussi parce que, on va essayer de tirer des informations de certains joueurs, ou on va en déduire des informations par rapport à leur profil, par rapport à ce qu'ils nous ont dit dans leur journée, voilà, des choses comme ça. Et puis puis ça reste aussi une discipline, très mathématique parce que, bah, aujourd'hui, il y a des solveurs, donc c'est des choses qui ont pas résolu le jeu, ça n'existe pas encore, mais qui ont résolu le jeu pour certaines parties en tout cas. Et du coup, aussi à étudier aussi, très mathématiquement, sans compter les premiers calculs, basiques, on va dire, où on peut jouer au poker, comme certains pourcentages et cetera. Mais voilà, donc c'est une discipline qui est très complète, où la chance a bien évidemment son mot à dire. Donc c'est-à-dire qu'à à niveau équivalent, certains joueurs vont gagner beaucoup plus que d'autres, donc ça, c'est une certitude. Mais par contre, un joueur qui est bon et qui a une bonne gestion de bankroll, donc pour moi, c'est un joueur de poker, c'est un joueur complet, donc c'est un joueur qui sait faire toutes ces disciplines-là. Un bon joueur sera toujours un joueur gagnant sur le long terme. Alors, c'est quoi la bankroll? Alors la bankroll, c'est la partie que l'on a décidé de dédier à notre activité. Donc, on C'est ta décide chacun. trésorerie, quoi. C'est ta trésorerie, exactement, c'est Hmm. ta trésorerie, tout à fait, dédiée à l'activité. C'est différent de ta mise. Ça n'a rien à voir avec la mise. Ça n'a rien à voir. La mise, quand on parle de mise, on parle de buy-in, donc c'est la mise d'entrée qu'on décide de mettre, alors pour les tournois notamment, qui peut aller de, je sais pas, il y a des tournois qui doivent peut-être être à 10 centimes d'euros, et puis les plus gros tournois, si je dis pas de bêtises, ça doit être 1 million d'euros pour l'entrée, quoi. Donc c'est vraiment très, très, très large. Et alors, tu m'expliquais que donc toi, tu as commencé par jouer au poker euh, en cercle, donc en live, comme on dit. En Donc, live, il y alors a pas en des cercle, tables, il y a entre des amis gens. puis en cercle, ouais, tout à fait. Voilà, ouais, entre amis, puis en cercle. Mmh. Et donc, c'est ça qui te plaisait au début, ou c'est peut-être parce que c'était pas encore hyper démocratisé le online? Et c'est quoi la différence entre est-ce qu'il y a une différence de jeu, de stratégie entre jouer à une table et jouer en ligne? Alors, il y a une énorme différence de jeu, à tel point qu'au début, justement, il y avait une grosse concurrence entre ce qu'on appelait les live stars et les line stars. Donc les live stars, c'était, ce que j'étais, c'est-à-dire les gens qui allaient jouer, en live directement autour d'une table avec des jetons, avec des gens, et cetera. Et les gens qui jouaient online, donc avec des pseudos, avec, beaucoup plus de tournois, des buy-in un peu différents, plutôt plus faibles de manière générale d'ailleurs, mais avec beaucoup plus de volume, qui jouaient beaucoup plus de mains à l'heure. Ça, c'est aussi important parce que du coup, qui avaient une progression beaucoup plus rapide. Parce que, bah, l'être humain, plus il joue de coups, plus il va être, performant, on va dire. Et Parce du que coup, je t'arrête, mais effectivement, alors ça c'est difficile à comprendre pour des gens qui font pas de poker. Quand tu me l'as dit, j'ai halluciné. En fait, on peut jouer plusieurs tables de poker en même temps en ligne. Moi, alors voilà, on peut je jouer pensais qu'on plusieurs devait tables de se poker. concentrer sur un truc. C'est ça que t'appelles des mains, jouer plusieurs mains. Ouais, alors c'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire que même si on joue une seule table online, ce qui est possible, on jouera quand même beaucoup plus de mains à l'heure parce qu'en fait, quand tu joues en live, celui qui te donne les cartes, donc le croupier,
Mmh. Il a un temps qui va être, je sais pas, alors je vais dire des bêtises parce que je ne connais pas exactement le temps, mais par exemple, à l'heure sur une table de tournoi, on va peut-être jouer, allez, une vingtaine de mains à l'heure à peu près. D'accord? Quand c'est un croupier qui nous distribue les cartes. Et online, on va peut-être jouer 2 ou 3 fois plus de mains parce que c'est l'ordinateur qui va donner les cartes et qui va ramasser les cartes, qui va les redistribuer. Ça va être instantané presque en fait. Ok, tu veux dire la vitesse de jeu est accélérée Exactement, du fait d'un certain nombre de choses, enfin, d'autour, exactement. d'à côté du jeu qui sont automatisés, ok, qui sont Exactement donc et plus du rapides, coup, d'accord. c'est ce que tu disais, ce qui est vrai aussi, c'est que les joueurs donc peuvent jouer online jusqu'à, je sais pas, bon, je vais donner une moyenne très forte, mais de 12-13 tables, c'est une moyenne très forte. Et du coup, ça ramené à la vitesse sur une table, forcément, ça les fait voir beaucoup plus de situations et acquérir beaucoup plus d'expérience technique, on va dire. Ouais, alors ça, c'était quand on s'est vu la dernière fois en Zoom, euh, tu me disais là, tu me vois pas, mais t'as combien d'écrans en face de toi déjà? Ouais, moi j'ai 3 écrans en face de moi Donc pour 3 travailler. écrans et effectivement, tu as, plusieurs tables, donc plusieurs fenêtres, j'imagine, ouvertes sur chaque écran pour pouvoir te lancer. Hem, Quand tu joues en live un tournoi, c'est combien d'heures, de jours, Alors ça, c'est pareil, c'est assez aléatoire. Il y a des tournois qui vont se finir, par exemple, quand j'allais dans les cercles de jeu, c'était des tournois qui se finissaient, à la journée. Donc ça commençait à 20 heures le soir et ça finissait aux alentours de 4-5 heures du matin, avec des pauses à peu près toutes les 2 heures, en gros, quoi. Et sinon, la plupart des tournois que l'on fait après ensuite, quand on n'est pas dans les cercles, on va faire des tournois dans ce qu'on appelle des festivals. Ça va être des tournois qui peuvent durer 2 jours très souvent, 3 jours, 4 jours, ça peut aller jusqu'à 7 jours. Et là, c'est des journées d'à peu près 10 heures à peu près, quoi. OK. 10 heures Et de en jeu. et en et en ligne, toi, alors, déjà, est-ce que tu joues tous les jours? Bon, sauf quand tu es en vacances, mais heu, non, mais est-ce que concrètement, tu as des jours où tu te dis: «OK, ben moi je joue tous les mardis, ou je joue tous les jeudis», et quand tu joues et quand tu lances tes parties, enfin, je suis désolée, j'ai une terminologie hyper basique. Quand je Non, parle c'est de très bien, non, partie, je non, sais c'est pas très si on bien. dit Ouais, partie, mais c'est exactement, c'est quand ça, tout tu à fait. lances tes parties, tu as pour combien de temps, quoi? Alors, donc moi, ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont jouer vraiment tous les jours, il y a des Ouais. gens qui vont jouer qu'une fois par semaine, donc c'est propre à chacun. Moi, en moyenne, je joue 3 à 4 fois par semaine. Avec des jours en général qui sont bien définis, puisqu'il y a des jours qui sont plus intéressants que d'autres, parce qu'il y a plus de gens qui jouent à ce moment-là, donc les garanties sont plus grosses, donc on a plus de chances de gagner, enfin, on peut gagner beaucoup plus d'argent. Alors après, il y a plus de monde, donc c'est aussi plus compliqué, bien évidemment, parce qu'il y a plus de variance du coup. Donc la variance, c'est la chance. La Mais variance est liée au nombre de gens qui jouent? entre autres, le niveau et le nombre de gens, ça détermine une grosse partie de la variance, tout à fait. Quand tu joues des tournois à 40 personnes, par exemple, bah, je vais avoir beaucoup plus de chances de gagner de l'argent que si jamais je joue des tournois, à, 2 000 personnes, par exemple. OK, d'accord. Et ensuite, pour finir de répondre à ta question, voilà, après il y a des series qui arrivent. Donc les series, c'est les différentes rooms. Donc moi, je suis sponsorisé par une room qui s'appelle Unibet. Et après, il y a différentes rooms comme, je sais pas, Winamax, PokerStar, Unibet, et cetera. Et donc font des series. Donc ça veut dire qu'il y a des tournois spécifiques, enfin spéciaux, pardon, à une période donnée. Et donc là, ça peut m'arriver. Donc d'ailleurs, ça commence dès dimanche. On a ça sur internet. Et donc pendant, 3 semaines, il peut m'arriver de jouer, presque tous les jours, quoi. Avec un ou 2 jours off de temps en temps, mais voilà, je peux avoir des sessions comme ça de temps en temps. Tu viens de parler de ton sponsor ou de un de tes sponsors, je sais pas trop, Unibet, c'est Mon ça? sponsor, Ouais. ouais, oui, tout à fait, ouais. Hem, Quel est le rôle exactement du sponsor dans la vie d'un joueur pro? Alors c'est pas un rôle obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut très bien être joueur de poker professionnel sans avoir de sponsor. Donc moi, c'est ce que j'ai fait de 2013 à 2017, par exemple. Et ensuite, suivant, on va dire, nos résultats, suivant notre image, suivant des critères de sponsoring, hein, tout à fait, de manière générale, des sponsors peuvent te rapprocher et te proposer donc un contrat de sponsoring qui peut être divers et varié. Donc ça peut changer au niveau du montant, ça peut changer au niveau des implications, et qui permettent, par exemple, de payer tous tes frais heu, de tournois pour pouvoir jouer donc en live, online. C'est un comment dire? Un arrangement à faire avec eux, quoi. Et donc en fait, ton sponsor, grosso modo, on va schématiser, te file une enveloppe.
Tout à fait. Après, vous discutez à quoi elle sert ou pas, mais en gros, elle va te servir en fonction de ce qui est négocié et à gérer tes frais de tournoi live, Tout à tes fait. déplacements et éventuellement aussi à alimenter, enfin, pour tes buy-in, pour tes entrées, enfin tes droits d'entrée en fait, dans certains tournois online ou pas d'ailleurs. Exactement, online ou live, donc moi pour ma part, c'est presque essentiellement en live, mais j'en ai un petit peu online sur certains tournois voilà, donc tu représentes la marque, tu représentes l'image, tu essayes de la porter le plus haut possible et puis tu participes aussi sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, tu fais des tu représentes l'image, de ton sponsor et en contrepartie donc on a cet échange de bons procédés. Et tu as une idée de ce que ça représente par rapport à tes besoins en pourcentage? Est-ce que cette enveloppe, elle couvre, je sais pas, 10 de tes besoins, 80 de tes besoins? Ou la moitié? Tu peut-être que tu raisonnes pas du tout comme ça, en fait? Mmh, Non, je représente pas du tout comme enfin, je procède pas du tout comme ça, pardon, mais parce que déjà ça va dépendre de l'année, ça va dépendre de mes objectifs, ça va dépendre de beaucoup de choses et pour un joueur à l'autre, ça peut être complètement différent. Il y en a pour qui ça va être 100, il y en a pour qui ça va être 30 à 40. Voilà, moi je pense que c'est à peu près ça, ça doit représenter 30 à 40 de ce que je fais à peu près, quoi. OK. Je reviens à ta bankroll, comment est-ce que tu définis le montant? Alors ça, c'est pareil, hein, c'est un calcul que chacun peut faire de son côté comme il le souhaite. Moi, au départ, tu réfléchis à te dire: «Bah, voilà, pendant 6 mois, il faut que je paye mes frais fixes. Ouais, J'ai tant de frais fixes pendant 6 mois, ou 1 an», enfin, c'est toi qui décides, hein, tu fais ton calcul si tu veux le faire plus ou moins agressivement et puis, l'argent qui te reste, tu le détermines que c'est ce qui va te permettre d'essayer de monter ta bankroll justement et après, il y a des systèmes de calcul, qu'il faudrait appliquer pour éviter justement ce qu'on appelle, de enfin éviter de faire banqueroute, hein, si on veut mmh, avoir un langage clair. Et nous on appelle ça broke au poker, voilà, si on veut pas broke et du coup ce calcul-là, bah, il est fait par rapport à un pourcentage maximum de notre bankroll à utiliser pour pouvoir payer nos tournois, par exemple alors je sais plus exactement le chiffre, mais ça doit être genre quelque chose à l'ordre de 2%, 3% je pense de manière générale et sinon, enfin, je t'avais expliqué, je sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou pas, mais les systèmes de stacking, de swap et tout ce qui s'ensuit. est-ce qu'on va tout de suite dans le stacking et le swap? Non, on va réserver D'accord, un peu ça pour ceux qui auront envie d'aller jusqu'au bout. plus loin. Ouais, 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 ouais. carrément. Hem, j'ai envie qu'on revienne sur, cette décision de passer pro. Hem, donc tu te mets à jouer dans des cercles, heu, à q tu à ce moment-là, en fait, donc c'est un complément de revenu. Est-ce que tu te souviens, combien tu générais en complément de revenu, au moment où tu t'es dit, «Je tente ma chance»? Ouais, c'était important, c'était important. Je me souviens que je jouais que le week-end parce que la semaine, comme je disais, j'avais quand même un rôle assez important et je pouvais pas me permettre d'aller jouer en semaine, quoi. C'était trop fatigant, c'était pas possible d'allier les 2. Donc je jouais que le week-end. Par contre, je jouais tous les week-ends, vraiment c'était un vrai kiff, quoi, un vrai plaisir. Il s'avérait que j'ai eu vraiment des très bons résultats. Je faisais partie, j'étais le premier, voire le deuxième peut-être joueur, enfin le deuxième voire le premier plutôt dans ce sens-là, joueur de tournoi des limites des cercles. Donc, après avoir passé le cap avec les copains, j'en arrive à faire passer le cap des cercles, on va dire et en mon taux horaire était enfin, je j'ai plus les chiffres en tête, mais était nettement, nettement plus important que mon taux horaire, de travail, quoi. Donc, c'est sûr que si jamais ça continuait comme ça, c'était beaucoup plus, avantageux de devenir joueur de poker professionnel que d'avoir mon rôle de comment dire? D'ingénieur, quoi. Qu'est-ce qui te fait dire, il y a un déclic, il y a un moment, où tu te dis: «Je tente, on advienne que pourra»? Voilà, c'est un peu venu sur un pas un coup de tête, mais justement, j'ai pas été le genre de personne à dire: «Ah, j'ai gagné un tournoi, ça y est, je peux me lancer en tant que joueur de poker professionnel», parce que c'est une hérésie de penser ça, hein. On peut comme je l'expliquais, enfin, entre nous, n'importe qui peut gagner un tournoi de poker et par contre, pour devenir pro, c'est vraiment très, très compliqué de pouvoir en vivre
Et moi, en fait, ça faisait voilà 2 ans que j'avais des bons résultats en cercle. Je parlais avec le directeur du cercle qui était donc l'Aviation Club de France. C'est un cercle qui est ouvert depuis des années et des années et des années, hein, même si le poker se démocratise. Et je comprends bien que je fais partie des meilleurs joueurs de poker qu'il ait jamais vu, entre guillemets. Bon, j'exagère un peu, hein, mais voilà, par rapport au buy-in qu'on fait et tout, j'ai des bons résultats, j'ai des bons retours sur des gens par rapport à moi. Voilà, je prends confiance là-dessus. Ma femme, qui elle aussi adore le poker, a des bons résultats elle aussi. Euh, et puis elle, de son côté, ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve à prendre une décision d'arrêter de travailler et se mettre un peu dans le poker en attendant, plus ou moins, quoi. Et puis moi, je continue à travailler 3 4 mois et là, je fais une grosse performance aussi en live qui est le déclic en fait. Voilà, Hmm. ça fait 2 ans que ça se passait bien, je refais cette performance en plus, et là je me dis, bon allez, maintenant, si je veux essayer d'être vraiment le meilleur, il faut que je devienne professionnel. Je peux pas juste en jouant le week-end, c'est pas possible. Et du coup, il faut que je prenne une décision et je la prends à ce moment-là, quoi. La perf dont tu parles, c'est celle à Deauville? Ouais, tout à fait, ouais. Et tu, Tout à fait. tu peux rappeler les montants? Ils sont publics, hein, parce que tu les trouves en ligne, mais Ouais, je- c'était, en fait, c'est une accumulation, c'est-à-dire que je gagne au début d'un ticket sur Internet pour une entrée de tournoi à 5 000 €, donc il y a un EPT, donc 5 000 €, c'est les EPT, c'est les plus beaux tournois et les tournois les plus difficiles, Mhm. donc c'est les tournois à 5 000 €. Je fais ITM, ça veut dire que je rentre dans l'argent, donc je gagne pas quelque chose, enfin par rapport à mon droit d'entrée, je gagne quelque chose comme 14 000 €, quelque chose comme ça, donc bon, voilà. Et je décide de les réinvestir tout de suite dans un tournoi à 10 000 €, qui est la crème de la crème des joueurs de poker mondiaux. Donc, c'est vraiment les meilleurs joueurs du monde qui sont là. Je suis aidé par des amis qui me poussent à y aller et qui m'aident aussi financièrement à réinvestir une partie, etc. Et donc, je me lance dans cette fosse au lion, on va dire, et j'arrive à faire troisième. Alors, à ce moment-là, je suis devant des joueurs qui sont beaucoup plus forts que moi aussi, hein. C'est aussi la part de chance qui a eu son rôle et tout, Mhm. mais je sais que je suis assez solide et j'ai pris beaucoup d'expérience dans ce tournoi-là. Et enfin, bon, voilà, plein de choses font que je me dis, ok, je pense que j'ai la possibilité de faire quelque chose, en tout cas d'essayer, et je ne veux pas avoir ce regret. Et donc, go, quoi. J'ai envie qu'on parle d'un moment particulier. C'est celui où tu annonces à tes parents que tu vas quitter ton job pour devenir pro. Parle-moi un Ouais. peu de ça. Est-ce que tu t'en souviens? Et, et quelle a été leur réaction quand tu leur dis, bon, papa, maman, je vais quitter un job sérieux pour faire un job qui n'en est pas un. Euh, comment ça se passe? Ouais, c'est vrai que encore une fois, ça faisait déjà 2 3 ans que je jouais au poker assez sérieusement, donc mes parents savaient que je jouais au poker, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est aussi c'est assez rassurant de savoir ça, quoi. Enfin voilà, on a déjà ce côté où ouf, ils sont au courant que je fais ça, ils sont au courant de mes résultats, ils arrivent à se rendre compte aussi de ce que j'arrive à générer comme argent. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, donc je les appelle et je leur dis, je suis en voiture, je suis en train de rentrer du boulot justement, et je leur dis: «Bon écoutez, voilà, j'ai pris une décision, je vais prendre une année, de congé sans solde, et je vais essayer de voir si j'arrive à passer professionnel, quoi». Donc je vais en parler à mon employeur, je vais voir ce que je peux faire avec eux, est-ce qu'ils peuvent et puis les sécurités que je pourrais avoir derrière, mais en tout cas, je vais essayer, quoi. Et du coup, je pensais que ma mère allait dire que je suis complètement fou, et elle l'a pas dit. Mon père m'a posé les questions, surtout de savoir pourquoi est-ce que je voulais faire ça et connaître vraiment mes envies, quoi, quelle était ma motivation. Et puis au final, ils l'ont accepté. Mes frères m'ont aidé dans ce sens-là, sans que je le sache, hein. Ils l'ont fait d'eux-mêmes, sans que alors je les appelle en leur disant: «Bah, écoutez, motivez mes parents, motivez les parents et tout». Non, non, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Et du coup, voilà, pendant un an, enfin, je me suis lancé, quoi, entre guillemets. Qu'est-ce que tu as répondu du coup à ta mère, à ton père, pardon, quand il te dit mon fils, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux faire ça? Bah, exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que à aucun moment j'ai parlé de l'aspect financier. Encore une fois, j'ai vraiment axé le fait sur la compétition, et en mode, ben voilà, papa, j'ai des bons résultats, je pense que je peux faire partie des meilleurs, mais si je veux faire partie des meilleurs, c'est comme tout, il faut que je m'investisse, et pour s'investir, et ben, j'ai besoin d'avoir du temps, beaucoup plus de temps que ce que j'ai aujourd'hui, une hygiène de vie qui est vraiment meilleure, parce que j'ai eu une période de ma vie où justement, quand j'alliais les deux, mon hygiène de vie était catastrophique. J'avais grossi alors que je faisais beaucoup, beaucoup de sport. J'avais grossi, je mangeais trop au resto. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était pas compatible avec ce que je voulais, quoi, clairement. Et tout ça fait que je pense que ça a plu à mon père aussi, quoi. Il s'est dit, ok, il fait pas ça que pour l'argent. Il est pas en mode,
Enfin voilà, il fait ça parce qu'il aime ça et du coup, je peux pas le bloquer là-dessus, quoi. C'est pas possible, quoi. Est-ce que ce qui a pas rassuré tes parents, c'était, finalement de valider que tu étais dans une démarche professionnelle par rapport à ce métier? Et que c'était pas, on revient au fantasme, hein, c'est, attention, on revient à toutes les problématiques avec le jeu que le grand public, voit le plus souvent, c'est la flambe, c'est, l'addiction, c'est, ce que je t'avais dit la dernière fois, mais c'est plus de champagne et coke, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est sûr que quand t'es parent et qu'on t'annonce ça, j'imagine que, bah, voilà, c'est pas, on saute pas au plafond, mais oui, j'imagine, de ce que je comprends, que ce qui a rassuré tes parents, c'était, de voir qu'il y avait une démarche professionnelle, que c'était, voilà, que tu étais investi dans le jeu, dans le fait de progresser. On va en reparler. Moi, j'avais jamais, imaginé qu'il y avait un tel enjeu, en fait, de travail derrière la réussite au poker. Ouais, c'est sûr que ça les a rassurés, c'est une évidence, hein, après ils me connaissent aussi, ils connaissent mon caractère, ils savent que je suis pas très influençable, ils savent que enfin je suis voilà, je prends mes décisions, que la plupart du temps elles sont quand même assez réfléchies, que j'arrive à me fondre dans diverses moules, enfin voilà, j'ai une bonne adaptation donc ils ont confiance en moi en fait, donc c'est pour ça qu'ils sont pas tant inquiets que ça. Et puis ils ont aussi 2 autres fils, donc mes 2 grands frères qui eux aussi sont, on peut dire entrepreneurs et donc ils ont ils ont pas eu la vie très facile là-dessus, mais en tout cas, voilà, ça marche plutôt correctement donc c'est voilà, puis ils nous font confiance encore une fois et ça c'est très important. En préparant cet épisode et en m'intéressant à la discipline poker, j'ai compris à quel point la trajectoire d'un joueur pro avait d'énormes similitudes avec la trajectoire d'un athlète pro. Et j'avais pas forcément perçu cette dimension-là du poker. Comment est-ce qu'on devient, du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on devient meilleur en fait? Tu dis, voilà, je m'améliorais, j'étais meilleur que les autres. Euh, Comment est-ce qu'on devient meilleur et comment est-ce qu'on s'améliore à un jeu de hasard? Alors justement, voilà, bon déjà c'est plus un jeu de hasard. Typiquement, on joue pas contre la banque, en plus on joue contre d'autres joueurs, donc c'est ce qui explique pourquoi ils considèrent plus ça aussi comme un jeu de hasard. Aujourd'hui, ouais, ça s'est beaucoup plus professionnalisé parce qu'on peut travailler donc techniquement, on a énormément de support et de certitude sur la technique, donc même s'il y a encore beaucoup de zones d'ombre d'adaptation à faire, mais en tout cas une fois, on a beaucoup de logiciels qui nous permettent de travailler techniquement comme des mathématiques, enfin voilà, comme si on travaillait un cours de mathématiques, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a tout l'aspect psychologique, donc juste lire des livres sur un peu les différentes attitudes humaines pour se rendre compte de comment telle personne peut réagir et quels seront les tels. Donc les tels, c'est les gestes qui pourront dégager et qui pourront nous faire prendre une décision à un moment ou à un autre. Donc on peut parler de tel en termes de timing, on peut parler de tel en termes de physiquement, on peut parler, voilà, il y a énormément de choses. Ensuite, il y a la préparation pour être en zone, c'est-à-dire qu'un coureur de 100 mètres, quand tu lui dis de faire son 100 mètres, si jamais il ne se prépare pas avant à prendre le bon départ à la dixième de seconde, et son départ va lui faire louper sa course, quoi, tout simplement. Donc nous, c'est à peu près pareil. Quand on doit prendre une décision, être capable de récupérer toutes les informations diverses et variées qu'on peut avoir tout autour de nous pour prendre la bonne décision. Et du coup, bah, c'est bien dormir aussi. Donc, on étudie tout. On étudie un peu les cycles de sommeil pour estimer de pouvoir dormir, enfin, pouvoir être au meilleur de notre forme au meilleur moment. On a des coachs sportifs, des coachs mentaux, pardon. On peut avoir un coach sportif aussi, bien évidemment. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait appel à un coach sportif personnel. J'ai fait appel à un coach mental personnel. Et voilà, on divise toute notre discipline en différents critères, différentes macros qui nous permettent d'être le jour J le plus performant possible, quoi. Est-ce que, il y a quelques mois, j'ai regardé sur Netflix une mini-série qui s'appelle Le jeu de la dame. Je ne sais pas si tu l'as vue. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est une histoire fictive. D'ailleurs, on a l'impression que c'est adapté d'une histoire vraie. En fait, c'est adapté d'un roman qui est une histoire fictive. C'est une jeune femme prodige des échecs qui, ouais, ouais, dont on suit le parcours.
Et comme un prodige, on voit notamment toute sa progression au fil des années. Et elle a des qui ne connaît pas les échecs comme moi ne se doute pas en fait de l'aspect entraînement, entraînement, entraînement. Est-ce que s'entraîner et s'améliorer au poker, c'est un peu comme Elisabeth dans le jeu de la dame? Est-ce que tu te refais les parties dans ta tête, mentalement? Est-ce que tu t'entraînes en jeu? En fait, plus tu joues de parties globalement, plus tu as de chances d'être bon. Il y a un peu de vrai là-dedans, ou tu te reconnais là-dedans? Il y a beaucoup de vrai. Après, c'est pas la même chose parce que comme, enfin les échecs, c'est un jeu résolu. Donc, c'est quelqu'un qui apprend à enfin, quelqu'un qui n'a pas appris les échecs ne peut pas, être ne peut pas gagner quoi, c'est impossible. Alors qu'au poker, on peut encore gagner encore une fois en étant mauvais. C'est possible, Attends, sur du attends, court attends, terme. attends, attends, attends. On peut gagner aux échecs en étant mauvais. On ne peut pas gagner aux échecs en étant mauvais. Ah, Si tu joues contre un adversaire plus fort que toi aux échecs, ouais, tu ok, perdras ok. forcément. Mais au poker, Alors que on peut alors qu'au oui, poker, sur du court terme, un joueur moins fort peut clairement, gagner à quoi, cause du sur du court facteur terme. hasard, du facteur chance. Exactement, Ok. exactement. Qui lui sera, on va dire, annulé sur, un certain nombre de parties en gros quoi, qui va être dilué sur un certain nombre de parties, Hmm. mais pas sur une partie. Alors qu'aux échecs, ça n'arrivera jamais. Et elle, quand on la voit réfléchir justement dans cette série, quand on la voit visualiser, le plateau d'échiquier et ces différents moves qu'elle peut faire, c'est des techniques vraiment enfin, où elle anticipe ce que l'adversaire peut faire. Hmm. L'adversaire a une multitude de choix et elle anticipe toutes ces multitudes de choix. Donc c'est ça qui est un peu différent. Nous, des choix avec enfin, il y a trop de paramètres extérieurs propres à l'humain qui sont, comment dire, très difficiles à anticiper en fait, en gros quoi. Donc, mais sinon, oui, on anticipe, oui, on refait des reviews demain, donc c'est un peu la même chose par rapport à ce qui a été fait et on intègre les différents paramètres dedans quoi. Et je t'ai entendu dire dans une interview que j'ai regardée que c'était probablement un des sports les plus durs mentalement qui existent. Ouais, Alors, ouais, ouais. sport, je suis pas sûre que ce soit le terme. Une des disciplines les plus dures mentalement qui existent. Euh, enfin, pourquoi? Euh, en quoi tu juges le poker plus exigeant mentalement, plus dur? Par rapport au fait que justement le, mmh, on n'a pas forcément ce qu'on mériterait par rapport à l'engagement que l'on a fourni. Heu, Encore une fois, j'en reviens aux échecs. Aux échecs, si jamais, je travaille comme un fou et que je suis le plus intelligent, je serai numéro un. Il y a pas de débat là-dessus. Au poker, tu peux travailler comme un fou et être le plus intelligent et tu seras gagnant, mais tu seras pas forcément à la hauteur de tes espérances. Mm. Et il se peut aussi qu'en jouant très, très bien pendant des périodes, des mois et des mois, que tu perdes de l'argent au poker. Donc encore une fois, c'est très, très dur. Tu joues superbement bien, tu joues mieux que même tous les joueurs contre qui tu joues, pendant des mois et tu arrives à toujours perdre de l'argent et ça, c'est très, 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 très compliqué et après ce qui est compliqué, c'est d'avoir aussi cette objectivité qui fait qu'en fait, tu restes réaliste sur ton niveau de performance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre en pensant qu'ils ont très bien joué, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas du tout, mais ils s'en Tu veux rendent dire pas compte. qu'ils vont gagner en pensant qu'ils ont bien joué? Alors ça, il y a aussi ça, il y a des gens qui vont gagner en pensant qu'ils ont bien joué, alors qu'ils ont juste gagné parce qu'ils ont eu de la chance et qu'ils vont s'en rendre compte Ouais. très rapidement au final, hein, parce que quand ils vont jouer, ils vont reperdre derrière en pensant ne pas avoir de chance. Mais c'est juste qu'en fait, la variance s'équilibre et que leur niveau fait que, bah, au final, ils sont pas gagnants au poker, quoi. Et en contrepartie, il y a d'autres joueurs qui vont très bien jouer, qui sont supérieurs à la moyenne et qui vont quand même perdre de l'argent pendant très longtemps parce que à ce moment-là, la variance n'est pas de leur côté. Mais ça se rééquilibrera sur les mois suivants. Mais ça peut prendre beaucoup de temps suivant le volume que l'on fait, quoi, en gros. Et toi qui étais fait aider par un coach mental, est-ce que cette histoire de loi des séries, tu vois, ou des traversées du désert, euh, enfin, j'entends par là des mois entiers justement pendant lesquels bah, tu vas perdre ou pas beaucoup gagner, et ensuite des mois entiers, enfin des phases pendant lesquelles tu vas vachement performer. Euh, Est-ce qu'il y a un peu de ça, et est-ce qu'il y a que le facteur hasard ou chance qui l'explique, ou est-ce que
C'est, je crois assez quand même que l'argent est quand même a ses énergies aussi, et que bah, ça dépend aussi de facteurs qui sont internes. Et quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas bien, quand on est à cran, quand on... Ah, t'as entièrement raison. C'est-à-dire que le but, justement, c'est, encore une fois, je parle d'objectivité parce que c'est ce qui est le plus dur au poker, comme il y a la part de variance qui rentre en considération. Les gens se cachent derrière ça pour se rendre compte de leur réel niveau de jeu. Donc ça, Hmm. c'est une première chose. Et du coup, ce que tu dis, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que des fois, on va commencer à perdre de l'argent en jouant bien. Mais ensuite, on a tout l'aspect mental. C'est pour ça que je dis que c'est très dur mentalement. C'est qu'après, il y a tout l'aspect mental qui rentre en considération et qui, au final, nous fait en plus déjouer. Et si on n'est pas objectif avec ça, ça va être de pire en pire et ça va être catastrophique. Et c'est à nous de justement être toujours prêts mentalement, de faire le nécessaire pour être ce qui est très compliqué et presque impossible, mais d'être toujours au top mentalement pour que quand la variance est de notre côté, on saisisse l'opportunité en fait et qu'on ne se boycotte pas parce que si on n'a pas de chance, on perd de l'argent, ok, mais qu'au moment où on a de la chance, et ben on joue mal, bah là ça devient compliqué en fait. Ça veut dire que on va parce qu'on n'a pas notre niveau de jeu, si tu veux, il n'est pas toujours au top, c'est impossible. Hein. C'est impossible de jouer au top, mais par contre, notre but, c'est de justement faire le nécessaire pour que notre A-game, on appelle ça le A-game, notre meilleur niveau de jeu, soit le plus souvent possible présent. Voilà. On travaille mentalement pour arriver à ça, mentalement et techniquement pour arriver à ça. Mais bien évidemment que tous les facteurs que tu as évoqués tout à l'heure jouent sur nos résultats, bien évidemment. Et c'est à nous d'arriver à faire abstraction de ça. C'est hyper cruel, j'ai l'impression, parce que ça veut dire que... Alors tu vas me dire, un joueur de tennis, c'est pareil, mais ça veut dire qu'en fait, Non, c'est pas tu peux pareil. pas Non, te ouais, permettre d'avoir des, entre guillemets, des mauvais jours, parce que ça peut avoir un impact beaucoup plus important sur... Enfin, ça reste un outil de travail quand tu deviens pro, enfin, c'est ton moyen de gagner de l'argent. Euh, et donc, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, c'est-à-dire qu'on cherche tous à faire ça, tu vois. On cherche tous, je crois que tous les êtres humains, on cherche à améliorer notre gestion de nos émotions, nos réactions à toutes nos émotions négatives, aux facteurs externes qui sont négatifs, etc. Et en fait, tu me dis que vous devez porter cet art à un niveau bien supérieur pour réussir dans votre jeu, quoi. C'est ça. ouais, tout à fait. Après moi, vraiment, le joueur de tennis, encore une fois, la plupart du temps, il va avoir une marge d'erreur qui va être quand même supérieure parce que la chance, c'est un peu moins importante sur un moment Mm. précis, quoi, si on parle d'un seul tour. En fait, le poker, sur un tournoi, la chance, c'est énorme, en gros. C'est un facteur énorme. Mais par contre, sur beaucoup de tournois, sur du long terme, il devient beaucoup plus infime. Mm. Mais un joueur de tennis, sur un tournoi, même si à un moment, il est un peu moins bon, enfin, il n'est pas à son meilleur niveau, s'il joue contre un adversaire qui est un peu plus faible, ça va très souvent passer. Pas tout le temps, heureusement, sinon ça serait triste. Hein. Mais donc, il y a toujours cette part de chance, de hasard, où il faut qu'il soit bien mentalement. Mais nous, c'est encore pire. C'est-à-dire que même si on est au top du top, et ben, on peut quand même perdre. C'est quand même fou. Donc, c'est ça qui est très difficile. Bon, bah, ça risque déjà de commencer à en décourager un certain nombre qui se disent ouais, pourquoi pas et tout. À la suite de cet épisode, je vais me lancer, je vais devenir joueur de poker pro. Ok, et donc toi, tu disais que tu avais travaillé avec des coachs mentaux. T'as travaillé quoi, par exemple? T'as travaillé avec un coach, plusieurs coachs, et quels sont les, sans dévoiler ton intimité, mais quels sont les aspects que t'as éprouvé le besoin de travailler? Bah, par exemple, tout simplement, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire l'acceptation de cette variance-là. Tu vois? Comprendre que parce que là, moi, quand j'ai commencé à jouer au poker, j'ai bien compris que s'il n'y avait pas cette variance, s'il n'y avait pas cette part de chance, et ben, ça devenait des échecs. Et si c'était des échecs, bah, c'était peut-être un peu plus ennuyeux pour la plupart des gens, parce que les meilleurs vont toujours gagner et les moins bons vont toujours perdre. Et du coup, bah, forcément, il y a moins de monde et c'est moins attrayant pour tout le monde. Tu vois? On aime bien un peu avoir cette chance, justement. Et donc, quand tu es professionnel, tu comprends que le fait qu'un amateur puisse gagner, c'est cool parce que ça veut dire que lui, il prend du plaisir et c'est aussi la base de ce jeu, c'est aussi la magie de ce jeu. C'est-à-dire que quand il met son argent, il sait qu'il peut gagner beaucoup d'argent, il a vraiment une chance de pouvoir y arriver, quoi. Sur le long terme, par contre, il y a de grandes chances qu'il perde beaucoup d'argent. Mais en tout cas, sur le moment présent, il peut kiffer, il peut rêver. Et c'est quand même la base du jeu. Et si on enlève cette partie-là,
bah, tout de suite, on a moins d'amateurs. Si on a moins d'amateurs, bah, pour nous, ça devient plus compliqué puisqu'on perd de l'edge entre professionnels, il y a moins d'argent à gagner, etc., etc. Donc, pour nous, cette variance, elle est importante et au final, elle est bonne. Elle est très bien à prendre. Mais ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Quand tu gagnes, tu la comprends facilement, il n'y a aucun souci, mais quand tu perds, c'est plus difficile. Et donc, du coup, bah, il y a des moments où tu l'acceptes, des moments où tu l'acceptes pas, des moments où tu l'acceptes, des moments où tu l'acceptes pas. Et bah, le coach mental, par exemple, te permet d'être beaucoup plus souvent dans l'acceptation que dans le sens contraire. Ensuite, quand tu perds justement, pour la confiance aussi, je suis le meilleur, je gagne, je gagne, je gagne. Je commence à perdre, je suis le meilleur, je commence à perdre, je suis un peu moins le meilleur, je commence à perdre, je suis un peu moins le meilleur. Et pourtant, en fait, quand je revois mes reviews, bah, peut-être que j'ai très bien joué quand même. Et ça, bah, là, il est là justement pour essayer de te donner une confiance, pas une surconfiance, ni le contraire, mais vraiment une confiance genre stagne, quoi, tu vois, quelque chose de compact, de solide, quoi, qui te permet d'être toi tout le temps et d'essayer de prendre encore une fois les meilleures décisions, les décisions les plus rationnelles, sans prendre en considération tes émotions dans ce sens-là, quoi. Même si, leur but, alors bon après je vais pas rentrer dans le détail, mais leur but c'est de ne pas annihiler ces émotions parce que toutes ces émotions ont vraiment un rôle à jouer, Mmh. c'est juste de les transformer en positif, quoi. Et est-ce que tu as étudié, le langage corporel, je sais pas, la PNL ou, tu sais, des techniques que peuvent utiliser peut-être des Ouais, bien sûr, bien sûr. mentalistes, c'est des choses auxquelles tu t'es intéressé? Alors moi je suis un coaching mental, sur l'hypnose là en ce moment. Mmh. Donc il me fait des sessions sur l'hypnose et tout, donc ça peut y jouer aussi, tu vois? Sur, des choses à voilà. On n'en est pas encore là, mais par exemple, si j'ai un coup que j'ai appris, un thème technique que j'ai appris, ben, essayer par hypnose, de l'apprendre plus rapidement, voilà, typiquement. Mais sinon, il y a des gens aussi qui font de la PNL, enfin chacun peut développer justement, il y a des gens qui sont genre, il y a des joueurs de poker où leur qualité première, c'est vraiment l'aspect d'analyser le corps humain et le Mmh. petit rictus qui va faire la différence, et cetera, et cetera. Après ça reste vraiment des détails et ça suffira pas à gagner, mais ça peut être des détails qui permettront d'améliorer ta décision, bien évidemment. Donc ça, j'en ai, mais c'est pas ma spécialité. Ça l'était avant, honnêtement, quand j'ai commencé le live et que j'étais beaucoup moins, fort techniquement, on va dire, je compensais avec ça et maintenant j'ai un peu délaissé ça à je pense, que c'est une erreur d'ailleurs, mais voilà, c'est un des thèmes de travail que je pourrais, clairement rebosser. Alors, j'ai envie d'avancer sur la gestion de ton argent. Hem, donc en fait, il y a une spécificité, à ton métier du coup, c'est que, bah, les rentrées d'argent sont aléatoires. Tu sais pas quand et tu sais pas combien. Enfin quand, tu sais combien de fois tu joues, mais oui, effectivement, tu sais pas forcément. Plus tu joues régulièrement, plus tu sais que tu vas avoir des entrées régulières, mais ça peut être plusieurs fois par semaine, ça peut être plusieurs fois par mois ou des fois peut-être, avant quand tu faisais que du live, peut-être, juste plusieurs fois dans l'année, et puis sur des montants qui sont jamais les mêmes. Comment est-ce que tu gères dans ton quotidien, ce facteur-là et et quel impact ça a sur, parce qu'il y a ça, il y a combien je dois garder pour moi, il y a combien je mets dans ma bankroll, heu, enfin, voilà, comment tu gères? Est-ce que ça a changé au fil du temps? Est-ce que, dis-moi tout. Alors, j'ai changé au fil du temps parce que j'ai eu du coup, le fait d'avoir eu des très grosses rentrées d'argent fait que j'ai un peu moins ce calcul de bankroll à faire, on va dire. Et je vis un peu plus au jour le jour. J'ai mes investissements personnels que je fais de mon côté. Et ensuite, j'ai pour le poker, du coup, je peux me permettre de jouer pas tout ce que je veux, mais de jouer comme j'ai envie de jouer en m'organisant avec des ventes de parts et tout ce qui s'ensuit. Bon. Après, pour certains joueurs, la plupart d'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est ce que je te disais, c'est de se rendre compte en fait du niveau de jeu qu'on a suivant le buy-in, donc l'entrée d'argent de tournoi. Parce que ça aussi, c'est ce que on avait évoqué ensemble, mais en gros, un tournoi par exemple à 100 euros, pour donner des chiffres, voilà, sera moins difficile qu'un tournoi à 500 euros, qui lui-même sera moins difficile qu'un tournoi à 1000 euros en termes de niveau. Mmh. Donc, plus le niveau est fort, plus la variance est importante. Donc, en plus de ça, il faut arriver à calculer ce qu'on appelle un ROI, donc un retour sur investissement, et du coup, d'estimer si c'est 20 30 10 j'en sais rien. Donc chacun après, c'est là où l'objectivité Comment tu rentre cal encore en comment considération. tu calcules ton ROI d'ailleurs?
Alors, on a la possibilité, c'est quelque chose qui est très, très compliqué et c'est là où l'objectivité est aussi importante. Mais, en général, ça va être une base de données. On a des trackers qu'on appelle, qui nous permettent de voir le nombre de tournois qu'on a joués à ces buy-in-là, donc et puis, de voir, ce qu'on a réussi à gagner sur tant de tournois et du coup, ça nous donne un ordre d'idée, on va dire, quoi. Donc, Heu, l'idée, c'est de savoir pour chaque euro investi, combien, sur exactement, une ouais. Quand je joue un sur une Ouais, moyenne pardon. longue, enfin, tu vois, sur un temps un peu long et un minimum de tournois, enfin, en fait, j'imagine que la machine peut le calculer des deux tournois, mais pour que ça ait un peu de valeur, faut quand même avoir fait un minimum de tournois et sur plusieurs mois. Et en fait, ça te calcule, tu vois, pour chaque euro misé au départ, combien tu récupères, c'est ça? Ouais, c'est ça et puis ton risque de faire banqueroute aussi, tu vois? Ils vont te dire que, par exemple, si tu joues il y a des ça, c'est assez récent d'ailleurs, mais par exemple, tu vas avoir des logiciels qui vont te permettre de dire, voilà, si tu as une bankroll de 100 000 €, j'en sais rien, que tu décides de jouer que des tournois à 200 €, et ben et que tu en joues, 4 000, et ben, ton taux de possibilité de perdre tout ton argent, il va être de, par exemple, 1%, tu vois? Ok. Donc à la suite de ça, tu ajustes. Alors des fois, ils vont te dire ça va être 40, des fois ça va être 50. Donc après lui avoir mis C'est tous quoi un les bon taux pour toi? C'est un truc que tu regardes? au niveau du ROI, tu veux dire? Les deux. Alors, le taux de banqueroute, c'est un truc que tu regardes? Non, non, Ok. en fait, même le ROI, j'ai rarement fait attention à ça au début. Je commence à le faire un peu plus maintenant, mais par, curiosité plus qu'autre chose. Mais, j'ai toujours joué un peu en mode, alors c'était un peu la différence avec d'autres joueurs de poker pro justement quand j'étais parce que comme j'expliquais, moi je suis arrivé du live pour ensuite aller au online, alors que les gens du online sont arrivés ensuite après vers le live. Hmm. Et du coup, les joueurs online sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus théoriques, beaucoup plus à calculer ce genre Ouais. de calcul que moi je faisais pas forcément et T'avais pas j'avais de un la peu, data avant, ouais. bah, Ouais. j'avais pas la data déjà premièrement et puis quand j'ai commencé à jouer au poker encore une fois, j'avais mon salaire donc c'était assez, tu vois? J'avais 2 choses qui me permettaient de vraiment de pouvoir jouer avoir une gestion de bankroll beaucoup plus agressive parce que même si je perdais tout, c'était pas grave, je travaillais et Hmm. puis c'est tout quoi, en gros, quoi. Et là où d'autres et ben, c'était catastrophique de tout perdre et du coup, moi mon but en plus c'était ma stratégie si tu veux, j'entendais beaucoup de joueurs quand ils me voyaient aller jouer dans certains tournois me dire: «Mais mec, tu es fou d'aller jouer ces tournois-là, les mecs sont trop forts, tu vois? Tu as pas le niveau en gros, quoi». Et eux le faisaient pas et moi j'y allais en me disant: «OK, j'ai pas le niveau, mais si jamais je veux avoir leur niveau, il faut bien que je joue contre eux». Donc j'étais prêt à perdre pour gagner plus derrière, en gros, quoi. Et ça, c'est des stratégies complètement différentes, donc des stratégies, plus aggro, des stratégies un peu moins peureuses, on va dire. Mais, moi, voilà, j'ai toujours été en mode, «C'est eux les meilleurs? OK, je vais jouer avec eux». Je perds, c'est pas grave, j'ai perdu contre les meilleurs. Mais derrière, quand j'aurai compris et que j'arriverai à leur niveau, bah, je gagnerai plus d'argent parce que c'est là où il y a le plus d'argent à gagner, en fait, au final. Enfin voilà, c'était un peu cette, mentalité que j'avais, quoi, on va dire. Tu joues en bourse, Alexandre? Enfin, tu joues. C'est pas, j'aurais jamais dû dire ce mot. Pardon. Est-ce que tu investis ton argent en bourse? Non, alors c'est pareil, bon, il y a tout ce qui est crypto-monnaie et cetera. Dans le poker, c'est vachement lié, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont Hmm. fait vraiment, des gros écarts. Tu peux acheter Hem, des buy-in? Attends, je te coupe. Tu veux acheter des buy-in ouais, en ouais, crypto? ouais, 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 pour certains tournois, ouais, tout à fait. Unibet le fait et ça a été, je crois, un des premiers à l'avoir fait d'ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait Ok. et Bon, ça, c'est pardon, int parenthèse ouais, c'est fermée. intéressant de savoir. Non, mais c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose et Non, parce qu'en fait, tu parlais tu parlais de ton appétence au risque. Euh, et effectivement, alors, toute personne qui nous écoute et qui a pas du tout envie de jouer au poker ou de devenir joueur de poker se pose quand même cette question à un moment donné dans sa vie. Soit, par exemple, pour changer de boulot, il y a toujours une notion de risque. Soit pour, est-ce que je mets mon argent sur mon livret A ou sur une assurance vie ou en crypto? Il y a une notion de quel risque je suis prêt à prendre. Et en fait, c'est marrant parce que ton approche du poker, le fait de vouloir être prêt à faire des choses, des, euh, des actions un peu plus agressives en mode bah, pour apprendre, je suis prêt à perdre. C'est pour mais ça que tout je te ça demande est-ce que tu joues en Ouais, mais tout ça, bourse? c'est ouais, mais sans compter de la bourse, hein, pour moi, dans la vie, tout est ça, en fait, tu vois? Tu calcules, c'est un Hmm. risk-reward, tu calcules tout ton risque par rapport à tes décisions, tu vois? Genre, je sais quand tu fais ton choix, au foot, ça va être pareil. Pourquoi est-ce que dans n'importe quel sport, j'ai l'impression que c'est ça, tu dois avoir une stratégie bien établie par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Alors soit tu te fixes pas d'objectifs et tu fais ça en mode, bah, dilettante, hein, pourquoi pas et ton objectif, c'est juste de prendre du plaisir, donc ça va très bien, il y a pas de problème. Mais après, tu modifies un peu ça et tu mets en place des actions avec une stratégie et ta stratégie, bah, dedans, tu inclus plus ou moins du risque, quoi. Donc, c'est vrai Ouais, pour mais tout, j'ai l'impression.
sauf que toi, tu portes enfin, ce que tu dis carrément, et moi, c'est un message que j'adore et auquel j'adhère, c'est qu'en fait, tu es obligé de perdre pour gagner. Ouais, j'irai pas dans ce sens-là parce que je peux pas. Enfin, j'ai un peu du mal avec les mots. T'es obligé, tu vois, mais c'est ce que je disais à chaque fois avant et j'essaie de corriger un petit peu ça. Parce que je pense que t'es pas obligé. Il y a des gens qui vont prendre, genre, qui vont prendre le moins de risques, mais c'est vrai et qui vont gagner. Mais après, est-ce qu'ils arriveront à être numéro un comme ça? Je peux pas dire. Ils y arriveront jamais. C'est compliqué de dire ça. Mais en tout cas, ouais, c'est pas ma vision à moi en tout cas, quoi. Ma vision, elle est pas comme Alors, ça. alors, ok, je vais corriger ce que j'ai dit. Tu es obligé d'accepter de perdre Ouais. pour gagner. Alors oui, alors ça c'est très en plus c'est vrai que j'aime bien ce que tu dis parce que dans le sens où, en France, l'échec est très mal vu, quoi. Et mal vu, et en fait, j'aime pas tout ramener à la culture française, même si je sais qu'il y a des, voilà, il y a des spécificités de la culture française, mais de manière générale, j'ai l'impression qu'on vit, enfin, dans les sociétés riches, on vit dans des mondes où on accepte de moins en moins l'aléa risque. Enfin, je veux dire, demain, il y aura un tremblement de terre, on accuserait le gouvernement d'avoir rien fait, si tu veux. Parce que on supporte pas l'idée qu'il puisse nous arriver quelque chose que personne n'a prévu, n'a anticipé, pour lequel on s'est préparé, etc. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas habitué on n'est pas habitué mentalement à cette résilience, à se dire, ben en fait, la vie c'est ça, c'est un changement perpétuel, c'est se relever, c'est avancer, c'est s'adapter. Et en fait, enfin voilà, ça rejoint ce que tu dis. Et toi, tu as peut-être travaillé là-dessus, ou peut-être que c'était d'ailleurs assez naturel chez toi, mais l'idée de se dire, euh, en fait, pour progresser, pour aller vers quoi, pour aller là où je veux aller, je suis quasiment persuadée qu'il va falloir, enfin, peut-être que j'aurai des échecs. En tout cas, je me fais à l'idée que je vais en avoir, parce que ça fait probablement partie de mon apprentissage. Et en tout cas, tu as accepté le fait que si tu voulais aller là où tu veux aller, euh, il fallait accepter que peut-être tu puisses pas y arriver, mais pas en mode refus d'obstacle, quoi. Pas en mode, bah, du coup, je vais pas essayer, quoi. Voilà, ça c'est nature et enfin moi c'est naturel à la base et après tu le travailles bien évidemment. Mais par exemple, si je reprends un exemple un peu dans le même style de tennis, par exemple, si je joue contre quelqu'un où je suis sûr de gagner 6-1, 6-1, j'ai pas envie de jouer, quoi. Si je joue contre quelqu'un qui va me battre 6-1, 6-1, je joue tout de suite, on y va, quoi. Je vais jouer parce que je sais que c'est comme ça que je vais progresser, je sais que mon objectif ça va être de remonter au fur et à mesure et que genre j'espère que dans quelques temps, bah, c'est moi qui le battrai 6-1, 6-1 entre guillemets. Enfin, j'exagère, mais voilà, c'est la façon de penser que j'ai. Maintenant, je dis pas que c'est la bonne et elle est propre à chacun surtout. Enfin, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va être très bien pour certaines personnes et elle va être très mauvaise pour d'autres parce que des gens, psychologiquement, quand ils vont perdre 6-1, 6-1, ça va les anéantir. Donc, c'est vraiment propre à chacun, je pense. Mais oui, l'échec, c'est bien. Enfin, bon, en tout cas, c'est ma façon de penser les choses, de penser, pardon. Et la plupart des gens qui ont réussi, enfin, voilà, je pense que si on se renseigne un petit peu, la plupart des gens qui ont réussi se sont loupés énormément avant, quoi. Mm. C'est j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que ton parcours s'y prête. Ça fait partie de mes combats quotidiens. Non, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper sensible, mais effectivement d'encourager et de partager ces messages-là, pour aider des personnes qui bah voilà, sont peut-être hésitantes souvent à se lancer. Et moi, ce qui me, voilà, je fais juste un aparté et après je le refermerai, mais je suis extrêmement peinée quand je vois des gens, que ça peut être des auditeurs que je connais pas ou des gens de mon entourage, qui me font part d'une situation qui est particulièrement compliquée, et pour laquelle, avec mon regard extérieur, je peux voir des portes de sortie que eux n'envisagent même pas, parce qu'effectivement, ils ont une telle peur de faire bouger des choses dans l'équation, de peur que ce soit pire, que en fait, ils s'empêchent de vivre quelque chose de potentiellement mieux, enfin, de la peur de vivre quelque chose de temporairement peut-être pire. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur pour moi de voir des gens qui souffrent, et qui ont cette peur d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers un changement, mais qui temporairement peut être effectivement déstabilisant. Et il y a une phrase qui est très vraie, c'est que ceux qui réussissent le plus, c'est pas les plus talentueux, c'est ceux qui osent le plus. Et ça veut Ouais, dire ce que ça veut dire, quoi. ouais. J'avais cette conversation ce midi avec monsieur qui me disait, en fait, entre quelqu'un qui est
intellectuellement brillant, donc un QI élevé, quelqu'un qui est résilient ou persévérant, en fait, la personne qui est persévérante et peut-être qui a un QI moins élevé, ira beaucoup plus loin dans la vie que celle qui a juste un QI élevé. Bien évidemment. Et ça rejoint effectivement, je pense, notre conversation. Ok, cool. Du coup, alors, sans transition un peu. Ah si, il y avait une question quand même, j'avais envie de te poser parce en fait, on parle pas de chiffres depuis le début. Donc, est-ce que, alors déjà, tu vas me dire si tu es à l'aise ou pas, mais est-ce que tu es à l'aise de parler de chiffres en général? Est-ce que tu es à l'aise de parler de chiffres dans ce milieu-là, tu vois, avec d'autres joueurs, etc. Ou publiquement, est-ce que tu parles alors les gains, j'imagine, hein, la plupart de tes gains, ou certains, peut-être pas tous, sont publics, ou peut-être en fait, tu vas me dire pas du tout. Et est-ce que tu es à l'aise de parler de ton train de vie, de tes revenus derrière ce micro, certes, mais déjà dans ton entourage, tu vois, c'est quelque chose dont tu parles? Alors, quand je parle avec les personnes proches de donc ma famille ou des amis, j'ai aucun problème avec ça, hein. Je discute, enfin, j'évoque tout, j'ai pas de problème. Après, comme enfin, je sais pas si on va l'évoquer maintenant tout de suite ou pas, mais il y a des choses floues assez sur le poker, donc ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre de parler de tout comme ça et de donner des chiffres parce que ça peut être interprété un peu différemment et ça peut être compliqué pour C'est-à-dire? nous. C'est-à-dire qu'en fait, la législation sur le poker a énormément évolué ces derniers temps, Hmm. notamment en France, et que bah, les joueurs de poker, je parle pas pour moi, hein, je parle de manière générale, mais les joueurs de poker ont un peu du mal à parler de ça parce qu'ils ont peur derrière que c'est des retombées très négatives sur eux, quoi, en fait. Hmm. Donc tout est un peu tabou à cause de ça, plus qu'autre chose, parce que moi j'ai jamais vu, enfin encore une fois ça existe, hein, mais de ce que j'ai vu moi, j'ai jamais vu un secteur où il y avait autant d'argent qui transitait d'une journée à l'autre, quoi. C'est énorme, mais pourtant voilà, on parle pas trop de chiffres de manière générale parce qu'on a un peu peur de ce qui peut se passer. Mais après, moi, je peux parler d'une généralité et de chiffres de poker pas pour moi, mais pour le monde du poker, quoi, si tu veux, quoi. Alors, pour parler quand même de chiffres sans parler de toi, peut-être ce qui était, tu étais dans les premiers moments quand tu as commencé à jouer, 2013, tu vois, 2013-2015. Est-ce que tu as un équivalent? Ce qui parle le plus aux gens, c'est salaire mensuel. Même à moi, hein, je te le cache pas. T'as une idée de ce que tu gagnais, tu vois, dans les premiers temps? Comme ça, on parlera pas de ce que tu gagnais Ouais, aujourd'hui. Puis en plus, à quand ce j'ai moment-là, en commencé, plus, t'étais déclaré en France, donc tu vois, tu payais tes impôts, donc c'était hyper réglo. Donc, ça l'est toujours, mais on en parlera après. Pour plein de raisons, et pas que fiscales, tu as décidé de partir de la France. Mais c'est quoi les gains d'un joueur qui débute? c'est pour ça que je veux pas parler de moi parce que je vais donner des chiffres qui vont être erronés, mais je vais parler de globalité. Ça peut être des gens qui, enfin, honnêtement, sans vraiment, voilà. Quelqu'un qui débute, il peut gagner, parce que si je dis en plus mes chiffres, tu vois, tout le monde va dire ah mais faut faire ça, alors que c'est pas du tout, enfin c'est pas ce qu'il faut faire quoi, clairement. Non, mais Ça, c'est pour ça que j'en parle après avoir bien parlé de tout ce qu'il fallait faire pour arriver à ton niveau, ouais. etc. Tu vois, mais Non, mais en gros, as des gens qui vont gagner 2000 euros par mois, tu vois, à peu près. Et puis, hmm. tu as des gens qui vont gagner 10, 20, 30, ça va être à peu près ça, quoi, je pense. Après, ça va être difficile de faire beaucoup plus que 30, mais ouais, par mois, à peu près, c'est à peu près ça, je pense. Et là, tu parles de joueurs débutants dans les premières années 30. Je t'ai donné une fourchette globale, hein, je t'ai donné une fourchette Ok, globale. d'accord. Il y a même des gens qui Ok. vont gagner que 400 ou 500 enfin, tu vois, pendant des mois, ça peut arriver, hein, donc c'est pour ça que je te donne une fourchette globale, quoi. Pour continuer sur les chiffres, on n'a pas du tout parlé de classement parce que ça existe dans le poker. Pour les gens qui ne te connaissent pas du tout et pour mieux apprécier ton niveau aussi, euh, est-ce que t'as un classement, hein, Alors, ouais, il y a deux sortes de classements. Donc déjà, les classements dont que je vais évoquer, c'est uniquement sur les tournois live. Donc ça ne concerne pas les tournois online, donc c'est que le live. Et il y a deux sortes de classements. Il y a un classement qui s'appelle le classement Hendon Mob. Donc ça, c'est uniquement les gains cumulés des joueurs de poker. Voilà, on tape le nom, on a le gain cumulé du joueur, etc. Et ensuite, il y a un autre, il y a un autre classement qui est beaucoup plus représentatif, on va dire, qui s'appelle le GPI. Donc, c'est le Global Poker Index. Et en gros, ça, c'est une formule qui a été faite sur le droit d'entrée du tournoi, donc le buy-in pour pouvoir jouer, Hmm. le nombre de joueurs qui ont participé à ce tournoi
et la place que l'on a faite sur ce tournoi-là. Avec un système de points qui évolue suivant les années. Donc, bien sûr, si ce résultat a eu lieu 2 ans en arrière, il a moins d'importance qu'un nouveau résultat qui vient d'avoir eu cette année-là. Et c'est un peu dans le même système que le classement ATP de tennis, par exemple. Et donc à la suite de ça, ils font ils évaluent un classement par rapport à ça, de joueurs. Voilà. Et alors, t'es combien? Alors, moi depuis, donc on va dire, à part l'année dernière qui est bien sûr faussée, mais sinon, j'ai pendant, je pense 4-5 ans, j'ai été top 3 français et j'ai eu une année Mhm. où j'ai été numéro 1 en 2017. Cool. Et au niveau, on peut faire un équivalent mondial? Ça donne quelque chose? Ouais, ça donne quelque chose. Alors après, c'est pareil, c'est un peu à prendre avec des pincettes parce que ça reste du poker, donc c'est pas précis, on va dire, Hmm. mais le classement, en tout cas, existe. Donc moi, mon meilleur classement, ça doit être 42e, je pense. Et j'ai été pendant, pareil, 4-5 ans dans le top 100 mondial. Cool. Top 80 même, je pense. Bon. Moi, je trouve ça chouette, hein. Je sais pas, en fait, j'y connais pas grand-chose, mais Non, ça c'est me cool, ouais, c'est paraît, sûr. Non, mais en ça plus, me paraît déjà un bel objectif. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, t'en as parlé quelques fois pendant l'épisode. À chaque fois, je me suis dit, tiens, il faut que je lui pose la question, comment est-ce que tu définis tes objectifs? Est-ce que déjà, ce sont que des objectifs en termes de gains? Ou est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu les définis par année ou ouais, est-ce que tu fonctionnes en fait par objectif? Alors, j'ai des objectifs de carrière et des objectifs de vie. Et les objectifs de vie vont bien évidemment avec les objectifs, enfin, très souvent avec les objectifs de carrière, pardon. Et c'est des objectifs que j'essaye de me fixer à moyen terme, donc on va dire sur mes objectifs principaux, qui vont être dans les 5 prochaines années, on va dire. Et par contre, pour arriver à ces objectifs-là, je redéfinis d'autres objectifs, donc on peut appeler ça comme vous voulez, des sous-objectifs, ou enfin ce que vous voulez, comme vous voulez, et qui eux seront soit seront dans l'année déjà, et ensuite seront annuels, et ensuite seront pour y arriver avec des fils rouges journaliers, semestriels, mensuels, etc., etc. quoi. Et, et d'ailleurs, on a parlé de bankroll, mais et aussi on a parlé de préparation mentale. Est-ce que tu as un budget dédié à je veux m'améliorer, tu vois? Parce que je pense, Alors, excuse-moi, en fait, tu as un niveau où globalement, il y a probablement encore des choses que tu apprends par toi-même et en jouant. Mais tu vois, si tu as fait appel à des coachs, c'est aussi que tu as besoin de passer des caps. Est-ce que du coup, maintenant, tu sais que chaque année, tu as des objectifs, peut-être déjà chiffres, enfin, des objectifs de progresser sur tel truc et que tu as un chiffre en face. Tu te dis, cette année, j'investis, j'en sais rien, peu importe le chiffre, mais 10, 15, 20 ou 30 000 euros dans des accompagnements, dans des coachings. Ça, tu l'évalues ou tu vois au moment où ça se présente? non, moi je l'évalue pas encore une fois parce que j'ai la possibilité de pas le faire Hmm. et du coup, surtout je suis en mode, bah, si j'investis ça, c'est que j'estime que mon retour sur investissement sera nettement meilleur que ça, quoi. Donc si à partir du moment où je décide de faire la démarche, c'est parce que je pense que ça va me faire gagner plus d'argent. Donc je prends ça va être ça mon facteur de calcul. Si je me dis: «Ah bah, là je prends ça, bah, ça coûte tant, mais ouais, je vais jamais gagner autant grâce à ça», bah, je prends pas, quoi. Si je me Ouais. dis: «OK, je vais mettre tant d'argent, mais je sais que ça va m'apporter beaucoup plus», vas-y feu. Par contre, il y a des joueurs qui ont des bankrolls qui vont être un peu plus faibles, qui eux, bah, forcément doivent l'intégrer dans leurs frais, quoi. C'est évident, quoi. Hmm. J'ai des copains, si jamais ils doivent jouer, je sais pas, j'en sais rien, qui ont une bankroll de 20 000 € et qu'ils ont un truc qui coûte, un coaching mental qui va coûter 400 €, bah, forcément, ils doivent l'intégrer dans leur calcul, quoi, hein. Hmm. C'est évident, hein. C'est évident. Ok. Donc toi, tu as joué pendant longtemps en France. Ouais. Et puis en fait, bah, en France, il y a une spécificité, tu m'as expliqué, c'est que bah, la France, c'est un monde, le monde du jeu de hasard se limite à la France, entre guillemets, quand tu es en France. Et qu'en fait, tu as eu besoin de partir, et on va revenir sur les deux principales raisons pour lesquelles tu es parti. Tout le monde a compris que, après ce que j'ai dit, il y a une raison fiscale. Et aussi parce que, en fait, tu pouvais pas aller plus haut. Enfin, tu étais limité, quoi. C'est-à-dire que tu étais obligé de jouer au tournoi qui était approuvé par des autorités françaises, c'est l'ARCEP, c'est ça pour les jeux, enfin, L'Argel, l'Argel. l'ARGEL. L'ARCEP, ça doit Ouais. être autre chose.
Non, mais c'est exactement ça. Et alors, pour faire une aparté quand même, pour pas encore une fois dire que la France c'est les vilains petits canards ou quoi que ce soit, il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France, loin de là. Il y a plein de pays européens qui sont comme ça. Je pense qu'il y a. Alors, l'Italie a gagné, mais du coup, il y a l'Espagne, je crois, si je dis pas de bêtises. Il doit y avoir peut-être le Portugal, un peu, qui sont beaucoup plus allégés en termes de problématiques, mais qui existent quand même. Voilà, donc il n'y a pas que la France. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où, à la base, c'était considéré, donc comme tu l'as dit, comme un jeu de hasard et donc du coup, c'était un jeu, qui n'était pas imposable. Mmh. Sauf qu'en 2000, enfin, à un moment, les autorités ont décidé que ce jeu-là était imposable sans sortir de loi, hein. J'exagère un petit peu, mais c'est ça, sans sortir de loi. Ils ont commencé à faire des contrôles fiscaux sur certains joueurs et en leur disant: «Bah, monsieur, vous avez gagné tant, vous nous devez tant». Et là, tout le monde est un peu tombé des nues en mode: «Mais attendez, je comprends pas, c'était un jeu de hasard, on ne devait pas déclarer». «Oui, mais aujourd'hui, c'est comme ça». Donc ils ont fait une espèce de rétroactivité des lois un peu bizarre. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais ça a été vraiment très, très, très problématique pour les joueurs de poker. Et à ce moment-là, on est d'accord qu'un joueur de poker, du coup, il joue en son nom, il n'a pas de société, enfin, il a. Ah ouais, ouais, en ce moment-là, c'est tout à fait, Parce c'est que ton c'est. argent, Ouais, tu défrayes rien, tu joues, voilà, tu vas tout exactement. C'est droit pas et c'est pas fiscalisé en fait. C'est comme c'est un jeu de hasard, comme au grattage, tu gagnes 100 000 euros, bah, c'est dans ta poche, quoi. exactement, ils Ok. ont le fait de jeu de hasard qui fait aussi que, du coup, c'est interdit de jouer des parties à domicile, par exemple, chez toi, parce que Oui, c'est c'est un jeu vrai. de hasard et Mm. tu pas la possibilité de le faire. Mais et ça a été la problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils continuent à dire que c'est un jeu de hasard, mais que certains voilà, aujourd'hui, la France dit: «C'est un jeu de hasard», mais pour certains joueurs, ils arrivent à aller plus loin que ce hasard-là. En gros, c'est ça, quoi, pour faire simple. Donc c'est assez fou quand on entend ça, on a un peu du mal à accepter, à comprendre et à être d'accord avec ça, Mm. quoi. C'est un jeu de Heu, hasard. En fait, c'est le côté professionnel. C'est un jeu de hasard professionnel. Et en fait, à partir du moment où il y a une démarche professionnalisée ou professionnalisante, il y a de l'argent à faire. Oui, il y a de l'argent à récupérer. Oui et non, parce que ça va j'imagine pas qu'ils avec font. un joueur de roulette, s'il se déclare professionnel, il paiera pas d'impôt sur ses gains, quoi, tu vois? Par exemple, c'est impossible. Donc eux, ils estiment que les joueurs arrivent à aller il y a des joueurs qui arrivent à aller qui sont plus forts que le hasard. Donc Ok. enfin, Ça comment concerne est-ce que le blackjack, par exemple, aussi ou. non, non, pas du tout. Non, non, c'est uniquement Non, le c'est poker. vraiment le poker. Ok. Ouais, ouais, tout à fait. Non, sinon on pourrait l'entendre, on pourrait le concevoir, mais non, c'est pas du tout ça. Donc moi, au moment où j'ai, voulu passer pro, justement, enfin, je suis quelqu'un qui est quand même assez, comment dire? Je fais attention à toutes ces choses-là, quoi. Ces choses qui me font peur, je sais que ça peut quand même ruiner nos vies, hein, tout simplement, hein, donc j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Quand on parlait de risk reward, justement, là-dessus, je suis plus prudent et du coup, j'ai déclaré directement mes premières années de joueur de poker professionnel. Donc je suis rentré dans j'ai ouvert une société à mon nom, en déclarant mes bénéfices, en déclarant comment dire? Mes dépenses Tes gains, tes et j'ai charges, mes ouais, gains et ouais. charges, machin, comme n'importe quel Mm. entrepreneur. Et à la suite de ça, donc voilà, j'ai vécu comme ça pendant jusqu'à 2019, pardon, 2019, je pense. Et qu'est-ce qu'il en a été? Et en fait, arrivé à un moment, ce qui se passe, c'est que les mêmes réglementations pour protéger le joueur et puis aussi le suivi de l'argent qui peut s'écouler au poker, hein, donc c'est très bien, hein, mais il y a quelque chose qui a été mis en place, donc l'ARGEL, qui fait qu'on peut jouer que entre joueurs de poker français, avec des règles bien strictes en France. Et du coup, on joue pas contre les meilleurs, on joue pas contre enfin, les tournois qu'on joue, il y a moins à gagner que ce qu'il peut y avoir sur le point .com. Donc le point .com regroupe tous les autres pays qui sont ouverts. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, c'est un frein important à notre progression quand on veut décider d'être dans les meilleurs, quoi, tout simplement. Donc, il y a aussi là aussi des décisions à prendre et du coup, à un moment, bah, on a décidé avec ma femme de déménager et d'aller au Royaume-Uni qui est beaucoup plus flexible là-dessus et c'est pour ça qu'on est là-bas aussi depuis 2 ans et en plus on s'est rapproché par la même occasion de sa sœur et donc c'était une très bonne chose. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé d'Aurélie. Donc, elle a commencé à peu près en même temps que toi, ou même un peu avant, hein, si j'ai bien suivi. Ouais, Elle est passée pro. tout à fait. Euh, on va faire un énorme accélération dans le temps. Aujourd'hui, elle vit toujours de ça. Alors Aurélie, c'est une joueuse de poker justement, mais qui est beaucoup, beaucoup plus passionnée par le live
Plutôt que le online, elle a besoin de sentir les jetons, elle a besoin de sentir l'ambiance, elle a besoin de jouer avec d'autres personnes autour de la table, voilà, c'est ça qui l'a fait vraiment kiffer, quoi. Et du coup, elle reste professionnelle, mais elle joue beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que moi, en ce moment, puisque, bien Mmh. évidemment, avec les circonstances, on joue beaucoup moins en live, quoi. Donc, voilà, donc elle est toujours professionnelle. Elle a été sponsorisée il y a quelques années, par une room justement, mais là aujourd'hui elle l'est plus. Mais voilà, et quand le live va reprendre, et ben, elle va retrouver, son activité, principale. Et quand tu ça me fait repenser à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi le moi, m'imagine encore le monde du poker, en mode, feutré, blanchiment d'argent, le champagne qui coule à flot, voilà, ce que je disais tout à l'heure, un champagne coquet pute, quoi. Heu, c'est vrai, c'est pas vrai, ça a été vrai, ça l'est plus, Alors c'était c'est ça qu'elle aimait bien, Aurélie? Enfin, voilà, non, non, c'est non, non, Aurélie, elle est vraiment dans la même approche que moi aussi. Elle était vraiment très compétitrice, avant. Elle avait fait du sport à haut niveau avant et elle est vraiment très compétitrice là-dessus, et cetera. Donc non, c'est pas du tout ça, voilà, après, bien sûr qu'on aime bien faire des très grosses soirées, on aime bien, s'amuser, on aime bien tout ça, bien évidemment, mais c'est pas du tout, ce qu'on recherche à la base, quoi. Et pour en revenir à ce que tu as dit, ça existait vraiment très fortement il y a encore de ça, je pense, allez 7-8 ans, on va dire, donc c'était vraiment ça, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus professionnel. Ça existe encore parce que quand il y a de l'argent, il y a toujours, ce type de choses, mais beaucoup, beaucoup moins. Et puis, enfin, l'image du poker est vraiment devenue beaucoup plus clean, beaucoup plus claire, et c'est mieux comme ça aussi, quoi. C'est mieux comme ça aussi. il y a un aspect dont on n'a pas parlé, alors, on n'a pas parlé du stacking, c'est ça? Ouais. Alors, d'ailleurs, ça fait lien avec une autre question. Je pense pour que les gens se rendent compte, en fait, je t'avais posé une question quand on avait préparé l'épisode qui était, c'est quoi tes mises, en fait, en ce moment là? C'est quoi tes buy-in en général moyens, puisque tu fais quasiment que de l'online en ce Ouais, moment? alors sur le online, c'est un peu plus faible, on va dire, en termes de Ouais. buy-in sur un tournoi que ce que je fais d'habitude, mais ça va être une moyenne aux alentours de, heu, 300 $, enfin 300-400 $, mais ça, c'est par tournoi, sachant qu'à chaque Hmm. fois, enfin voilà, ce que je disais, c'est que je joue à peu T'en près as plusieurs en même temps. une Ouais. dizaine de tournois par Ouais. jour, quoi. Ceci dit, Et moi, je trouvais que c'était pas. Enfin, je trouvais que c'était pas ouf. Alors après, c'est vrai que tu te dis, il en a 6 en même temps, oulala, c'est mon salaire. Il joue mon salaire sur une après-midi de poker, ouais, tu ça, il y vois. en a il y en a une dizaine à peu près. Les sessions qu'on fait de manière générale en semaine, ça va être quelque chose entre 4 et 6 000 € en semaine, et le dimanche, ça va être quelque chose entre 10 000 €, je pense, quelque chose comme ça, 10-12 000, voilà, ça va être à peu Ouais, près ça en bon, moyenne. déjà. Mais après, ça dépend encore une fois, ça dépend des joueurs, attention, hein, il y a des joueurs pour qui ça va être beaucoup, beaucoup moins, hein, Mm. et d'autres beaucoup, beaucoup plus, donc ça dépend, il y a pas de vérité. Et tu te rappelles de la question que j'allais te poser? Parce que Ouais, c'était sur le stacking. voilà, tu vois, merci Alexandre, c'est super. Tu n'as plus besoin de moi. Non, en fait, c'est alors que le stacking, donc, vas-y, je te laisse parce que tu vas forcément bien mieux l'expliquer que moi. Bah, ça correspond un peu à ce qu'on parlait justement sur la gestion de notre bankroll, pour se permettre de pouvoir jouer des tournois à des niveaux plus élevés. Ce que je disais tout à l'heure, déjà, c'est-à-dire de jouer contre les joueurs plus forts. Mm. Je vous ai dit: «Ouais, je joue contre les joueurs plus forts, donc je suis prêt à perdre pour gagner». Mais si jamais je perds trop, bah, j'arriverai pas à gagner puisque j'arriverai à zéro, donc ça pose un problème. Donc pour, un peu limiter ce type de risque, il y a des choses qui s'appellent donc on appelle ça le stacking. Donc c'est des gens qui vont prendre des parts sur nos tournois, qui vont investir. Donc on leur vend les parts, avec des coefficients, donc qui peuvent être de 1 pour 1, comme, on peut vendre ça à du 2 pour 1. Ça peut arriver, ça va être très, 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 très rare, mais sur certains tournois. Hem Et pour qu'ils récupèrent un pourcentage de notre tournoi, et que nous, on permette de lisser la variance et de jouer plus de tournois à ces niveaux-là avec notre bankroll initial, quoi. Et donc, encore une fois, je parle de fantasmes et d'imaginaire des gens. Moi, j'avais l'impression qu'on se faisait prêter de l'argent un peu quand on était dans la dèche, alors qu'en fait, non, enfin, c'est une composante stratégique de la gestion de ta bankroll, plus finalement dans une notion de je veux progresser, je veux Ouais. accéder à un niveau supérieur sans assumer la totalité du risque.
exactement. C'est plus ça, en fait. C'est une gestion de risque bien plus qu'une gestion de dèche. Exactement, exactement. Ok, Alors ça peut arriver, hein, il y a des joueurs qui vont être, j'imagine. surtout ce dont on parlait la dernière fois quand on parlait de 7 ans en arrière, ça arrivait très, très souvent que des joueurs très forts avaient gagné beaucoup d'argent et puis avaient, dépensé ça très, très bêtement et très, très rapidement et qui se retrouvaient avec plus rien et du coup là, ils se faisaient prêter de l'argent et en contrepartie, ils jouaient pour quelqu'un en gros, quoi. Donc ça arrivait aussi très souvent. Mais, aujourd'hui, comme ça s'est un peu professionnalisé, c'est un peu moins le cas et il y a des joueurs aussi qui sont complètement contre le stacking parce ils sont pas en adéquation avec eux-mêmes pour pouvoir, si jamais ils font un gros gain, redonner cette partie-là aux investisseurs. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ou une perte. Enfin, j'imagine que c'est une Voilà, c'est ça, mais composante ils le quand voient tu que joues dans un sur. autre sens. Il y a des Quand joueurs tu qui préfèrent joues. jouer pardon, ouais. Ouais, non, mais pardon, excuse-moi, c'est moi qui te coupe, mais en fait, j'imagine au moment où tu poses tes cartes, c'est un facteur de plus, en fait. C'est-à-dire que c'est une composante de plus qui peut altérer ton jeu, finalement, et te faire prendre des décisions que tu aurais peut-être pas pris en temps normal parce que tu te mets Exactement, une responsabilité supplémentaire. Enfin, j'imagine que exactement. c'est pas tout à fait pareil de jouer en stacking et de jouer pour toi-même, quoi. Alors, il y en a qui vont le prendre dans ce sens-là, qui vont dire: «Ouais, si jamais, je fais mal, bah, lui, il va pas être, enfin, tu vois, genre, c'est pas cool», tu vois? Mm. Parce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui a de l'argent dans la main, donc il a plus de pression. Il y en a d'autres, au contraire, ils vont se dire: «Bah, vas-y, moi, je joue que pour 30, bah, j'en ai rien à faire, du coup, de perdre, je prends des C'est risques vrai. à fond». Tu vois? Donc c'est vraiment, encore une fois, propre à chacun et il y en a qui vont préférer jouer tout le temps à des niveaux, vraiment plus faibles parce que leur but, c'est vraiment que de gagner de l'argent, donc ils ont Mm. raison, hein, ils privilégient des tournois où ils ont un meilleur ROI et en contrepartie, ils vendent pas de pourcentage. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment propre à chacun c'est dans notre stratégie d'objectif et d'évolution qu'on décide de vendre et combien et à quel pourcent, et cetera, et cetera. Donc tout ça, c'est des calculs à faire encore une fois, quoi. Alors là, j'ai des questions de curiosité, mais c'est toi qui trouves tes stackers ou c'est eux qui te. Déjà, est-ce qu'on se dit un stacker? J'en sais rien. Mais c'est toi qui les trouves, c'est eux qui te trouvent. Il y a un marché, il y a des sites pour ça. Comment ça se passe? Il y a les 2, tout à fait, c'est bien, c'est une bonne remarque. Il y a des sites qui ont été mis en place, comme ça. Donc, en gros, tu joues, tu vends tes parts sur les sites, les gens peuvent venir voir, ils regardent ton parcours et ils te prennent, quoi. Donc ça existait beaucoup. Alors il y a avec plus ou moins de réussite, hein, pour pas se mentir, il y a ça, voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs personnels, donc des copains, parce qu'ils ont envie de kiffer avec toi, même si je pense que t'as pas, tu vois, des fois, tu vois les gens qui vont te dire: «Ouais, tu pas forcément le niveau, mais moi, ça me fait kiffer, tu vois, de participer avec toi. Allez, vas-y», c'est l'aspect humain, quoi, qui rentre en considération. Mm. Il y en a d'autres qui vont être dans un aspect vraiment que entrepreneurial et en mode que bénéfique. Donc, ouais, toi, sur cette tournoi-là, tu es largement meilleur que les gens qui jouent. Donc, moi, je te prends des parts, il n'y a pas de problème et tout. Combien tu vends? Et du coup, tu estimes justement ton edge, on appelle ça, par rapport au tournoi que tu vas jouer et tu décides de mettre un coefficient plus important que si tu vendais du 1 pour 1, par exemple. Donc, Mm. voilà, c'est tout un calcul, toute une façon de voir les choses. Propre à chacun et tu choisis tes investisseurs aussi par rapport à ça, quoi, tu vois. Moi, je sais que quand je gagne de l'argent, si je suis stacké par des copains, bah, ça me fait plaisir de leur redonner ce pourcentage, tu vois. Genre, je suis pas dégoûté de me dire: «Ah putain, j'ai gagné tant et du coup, je vais devoir redonner tant, ça fait chier, quoi». Non, c'est mes potes, ils ont participé, ils m'ont aidé, vas-y, c'est cool, on participe. Et justement, alors, comment tu choisis, toi? Comment tu choisis ton stacker? Comment tu dis oui à quelqu'un et qui sait que tu veux pas du tout? Genre, celui-là, j'en veux jamais, je prendrai un stacker comme ça, mais c'est quoi tes critères? Moi, j'ai souvent les mêmes stackers depuis des années déjà. Mm. Parce que c'est des copains à la base et puis qu'au final, bah, ça s'est bien passé, que ça a continué et cetera, avec d'autres personnes que je connais parce que c'est des bons joueurs de poker avec qui comment dire? J'ai discuté, qui ont confiance en moi et du coup, voilà, j'ai besoin d'avoir cette confiance-là pour pouvoir me faire stacker, en gros, quoi. Si j'ai pas cette confiance-là, j'ai pas envie de me faire stacker par ces gens Mm. et j'ai eu un problème une fois avec un stacker, et où j'ai compris que c'est pas du tout ce que je recherchais et du coup, j'ai complètement arrêté. Pourtant, il m'a reproposé d'autres stackings sur des tournois très chers et très avantageux pour moi, mais j'ai toujours refusé parce que j'ai besoin de sentir cette confiance chez la part des stackers et de jouer d'être serein et d'être content de leur retransmettre ça et du coup, c'est moi enfin, je choisis mes stackers par rapport à ça, quoi, surtout. Petite question de curiosité, mais avec tes gains, est-ce que tu as déjà craqué le slip, comme on dit vulgairement, tu vois, sur des trucs, c'est quoi les trucs que tu t'es payé qui étaient un peu, Ouais, mais c'est même toujours aujourd'hui, pareil, tu te dis: «Bon, voilà quoi». ça veut dire quoi tu vois, craquer le slip, c'est pareil, tu me dis: «Tu me mets moi 10 mois en arrière, enfin 10 ans en arrière, pardon,
ah bah, la montre que j'ai aujourd'hui, je t'aurais dit, mais jamais de la vie, je pourrais m'acheter une montre à ce prix-là, Mmh. tu vois. Aujourd'hui, bah ouais, je suis content, mais je me dis pas, j'ai craqué mon slip parce que enfin, c'est propre à chacun et ça me fait, enfin, moi, si un mec, il a une voiture complètement folle et qu'il a qu'il peut se le permettre, bah, tant mieux pour lui. Et voilà, donc tu vois, il y a pas de truc comme quoi où je me dis, ouais, c'est complètement indécent de faire ça. Je suis pas dans cette optique-là. Je suis content pour les gens dans les deux sens, quoi. Et je l'étais avant j'ai toujours été comme ça. En gros, j'ai jamais été jaloux de la réussite des gens de cette manière-là. Donc aujourd'hui, ça va pas changer non plus. Donc, par rapport à chacun, enfin voilà, j'ai pas de, c'est un peu bizarre de dire ça, quoi, en gros. Non, mais tu sais, alors, je vais creuser parce que ça m'intéresse, parce que je me pose pas mal de questions sur quand on commence à construire un parcours de réussite financière, de richesse, disons-le. euh, Tu vas lire partout, et moi je suis convaincue de ce discours, que la meilleure manière de s'enrichir, c'est en tout cas au début de minimiser ses besoins, tu vois, d'avoir des charges euh, faibles, donc d'avoir un train de vie faible, et tout ce que tu gagnes, de le réinvestir, Ouais. de l'épargner, Mm. de le réinvestir. Donc, en fait, et ça dure plusieurs années, tu vois. Et moi qui suis pas encore sortie de ce stade-là, je suis encore à fond là-dedans, je réinvestis énormément de ce que je gagne et tout. Et du coup, à un moment donné, il y a forcément une bascule où bah, tu augmentes tes charges parce qu'effectivement, ce que tu as réinvesti, bah, ça y est, ça fructifie, quoi. Et C'est est-ce que père à ce riche, père pauvre, moment-là, ça, non? ouais, c'est Père riche, Père pauvre, c'est The Millionaire Next Door, Ouais, enfin, ouais, c'est tout à fait. énormément de livres, mais qui dit en fait, pour construire ta richesse, tu dois en passer par là. Est-ce que toi, tu étais dans cet état d'esprit-là aussi, et du coup, bah, maintenant, le niveau de fructification fait que, bah, effectivement, t'as haussé ton niveau de jeu, quoi. Enfin, là, tu vas chercher des niveaux de vie plus élevés, parce que c'est aussi un des objectifs. Euh, Ou t'as jamais été dans ce mindset-là. J'aime pas appliquer le mot minimalisme à ça précisément, mais d'être dans une sorte de frugalité, justement pour utiliser, bah, ton argent de la meilleure manière des possibles quand tu démarres, c'est-à-dire de l'investir, quoi. Non, mais encore une fois, tout ça pour moi, c'est par rapport aux objectifs que tu t'es fixés personnellement, tu vois. Si ton objectif, par exemple, eh ben, c'est d'être multimillionnaire, enfin, je sais pas, je peux même pas dire, mais à tel moment, eh ben, que tu te dises, OK, donc si pour faire ça, eh ben, pendant 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, j'en sais rien, eh ben, je dépense rien et je réinvestis tout, je dois faire ça pour en arriver à cette date-là, à ce que je veux, etc., bah, tu vas le faire, tu vois. Si par contre, ben, moi, mon objectif, par exemple, il va être peut-être inférieur au tien, et ben, du coup, je peux dépenser un peu plus aussi, tu vois, parce que Mmh. j'ai pas le même objectif. Donc, j'ai pas envie de raisonner de cette manière-là. Et surtout, enfin voilà, là après, je vais rentrer dans un cliché un peu, mais tu vois, la vie est très courte, on sait pas ce qui peut se passer demain, machin, etc. Donc, j'ai un peu envie de me faire plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir, avec des choses où si je peux me le permettre, bien évidemment, je le fais. Tout en ayant cette nuance de me dire, j'ai pas envie de revenir à zéro, quoi, tu vois. Genre, Ouais. donc, je fais attention, j'investis, tu vois, je suis pas en mode, je fais pas n'importe quoi. Par contre, si j'ai envie de m'acheter un truc qui, oui, peut-être que si je l'avais investi dans autre chose, m'aurait rapporté plus d'argent et que du coup, bah ouais, Mais ça, c'est le je m'en fous, Alexandre quoi. d'aujourd'hui. Le Alexandre d'aujourd'hui, Non, j'ai toujours été comme ça, toujours, toujours, Ok, toujours. En donc fait, quand je gagnais 2000, j'arrivais à la fin, j'arrivais à zéro avant. C'était encore pire, tu vois. Maintenant, justement, Ok. je suis un peu plus sécure en mode, OK, j'ai quand même de l'argent, j'ai pas envie de revenir à zéro, tu vois. Et ça, on en parle souvent avec le joueur de poker, c'est-à-dire qu'on a un seuil où on arrive à un moment où justement, on est plus craintif que ce qu'on était avant. Hmm. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a plus à perdre aujourd'hui que ce qu'on avait avant. Donc avant, on Ouais. bombardait, on avait beaucoup moins peur. Aujourd'hui, on a un peu plus peur parce qu'on se dit: «OK, si on revient à zéro, c'est un peu plus chiant quand même, quoi». Donc on aura peut-être des regrets, on aura peut-être des choses comme ça, et cetera, et cetera. Donc maintenant, on fait plus attention. Mais ce plus attention me donne pas envie non plus, moi, je suis pas multimillionnaire, hein, enfin, tu vois? Loin de là, hein. Donc j'ai encore plein de problématiques et j'ai pas du tout fini de comment dire? De j'ai pas encore fini, ma vie, elle est pas tracée, hein, loin de là, hein. Donc Mais donc, je suis encore dans ce problème-là, quoi. quand t'as commencé, t'étais quand même dans euh, je veux pas, je craque pas. Enfin, tu vois, je suis dans un truc un peu raisonné, c'est-à-dire, je me sers pas non Ouais. plus la ceinture histoire d'investir le max, genre 70-80% de ce que je peux, de ce que j'ai. Donc voilà, mais t'étais dans un entre-deux où t'étais pas non plus, je veux dire, t'as pas investi tous tes premiers gains dans des montres et Non, jamais dans de des la vie ça par bagnoles et contre. Ça par contre jamais de la vie, voilà. C'est-à-dire, j'ai jamais fait une soirée moi personnellement, tu vois? Genre je me suis jamais dit: «Tiens, je vais faire une soirée, j'ai gagné 10 000, je vais faire une soirée à 5 000», tu vois? Genre jamais ça m'est arrivé. J'ai des copains, et ils ont gagné 10 000, ils ont mis 10 000 dans la soirée, tu vois? Vraiment, Ouais. tu vois? Ça, j'ai cette nuance-là, mais je pense que j'ai cette nuance-là parce que mon éducation m'a fait penser ça. Mm.
mon expérience m'a fait voir des choses qui font que j'ai pas envie de faire ça et puis peut-être que c'est pas aussi mon kiff non plus. Donc voilà, Mmh. mais je ne jette la pierre à personne. Chacun fait comme il a envie de faire. Après, il faut être d'accord avec ce qu'on fait et pas avoir de regrets plus tard et même si on a des regrets, est-ce que c'est si grave que ça si après on arrive à rebondir? Je sais pas. Donc voilà, chacun fait Non, comme si on il veut, arrive à mais rebondir non plus, mais effectivement, comme tu disais, si tu es dans une optique de construction et toi, ta construction à toi, j'ai l'impression que dès le début, tu avais quand même bien conscience de la notion, durée, oui, de durer, le plus longtemps possible dans cette discipline, et cetera, et que, c'était un marathon et pas un sprint. Et du coup, en fait, si tu veux durer dans ce jeu-là, si tu veux avoir l'occasion de t'améliorer, et cetera, il faut avoir une gestion de ton argent qui quand même, te permet de profiter d'une hausse de niveau de vie, tout en, maîtrisant le truc pour pouvoir le réinvestir dans s'améliorer, dans de jouer des meilleurs tournois, et cetera. bien sûr, mais tu vois, par exemple, quand on parle de pourcentage, je trouve ça assez, enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire Mmh. que si, par exemple, tu gagnes, je sais pas, tu as 10 000 € de bankroll et que tu dépenses 2 000 €, par exemple, ça fait 20. OK? C'est beaucoup plus problématique que si tu as 1 million d'euros et que tu dépenses 200 000 €. Pourtant, ça reste 20, tu vois? Peu importe ton achat, en gros. Si on parle pas d'investissement, qu'on parle vraiment de dépenses pures, tu vois? Parce que derrière, il te restera toujours 800 000 € pour pouvoir faire autre chose avec et pour pouvoir réinvestir et pour pouvoir récupérer de l'argent. Tu te mettras moins en danger. Quand tu as 10 000 € et que tu as dépensé 2 000 €, tu as dépensé 20, mais tes 8 000 €, ils vont être beaucoup plus compliqués. Après, derrière, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc, tu vois, au final, le pourcentage, ça me pose un vrai souci, moi, clairement, quoi. Mmh. Alors c'est vrai que moi je les utilise jamais normalement, mais en fait je les utilise jamais pour dicter une norme. Pour dicter, il faut, quand on me demande: «Mais il faudrait que j'épargne combien en pourcentage?» Je fais: «J'en sais rien en fait. Ouais, C'est c'est compliqué pas à mon problème». évaluer. Voilà, c'est C'est ça, pas c'est mon compliqué. problème. Par contre, pour donner un ordre d'idée de ce que, pour moi et puis, quand je le communique, de ce que j'épargne, oui, je parle en pourcentage parce que de dire que j'épargne 400 €, c'est pas le chiffre, mais tu vois, ça parle à personne en fait, c'est 400 Non, €, bien c'est-à-dire quoi? évidemment, mais Mais je tu pense qu'il y a gagnes des 10 000 ou tu gagnes 2 000? Enfin, c'est pas, bien tu vois, sûr, c'est tu as pas du tout raison. la Tu es même chose. obligé tu es obligé de en fait, on est obligé de parler pourcentage pour se faire Ouais. comprendre, ça je suis d'accord, mais il faut juste, on va dire que faire comprendre aux gens qu'il y a des seuils, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe, hein, je suis pas spécialiste du tout en gestion, mais qu'il y a des seuils pour moi qui sont beaucoup plus importants que d'autres, quoi, tu vois? Ouais. Mais tu Enfin, vois, le pourcentage d'épargne moyen des Français, c'est 15. Quand je discute avec quelqu'un qui gagne un SMIC et qui me dit: «J'épargne 15%», je dis, «C'est sincèrement un bel effort». Quand ah j'ai ouais, carrément, quelqu'un tout qui à gagne fait. 5 000 € et plus et qui me dit: «J'épargne 15%», C'est pas tu je l'impression qu'il je esquisse plus de je l'argent à côté, je dis: qu'il «Tu te fous soude de ma plus trop. gueule». Non, je dis jamais ça, Ah. mais je dis: «Oh, peut mieux faire». C'est Ouais, pour tu as être l'impression poli, qu'il je dis: dépense «Peut mieux faire», mais beaucoup ouais, trop d'argent pour lui, en gros, quoi, en je gros. C'est dis, ce je que tu dis veux en dire. gros, on n'est pas loin de vivre au-dessus de ses, on n'est pas loin que tu vives au-dessus de tes moyens. Et effectivement, bah, disons que probablement que tu pourrais faire bien mieux pour, dans l'optique, encore une fois, mais si t'as pas d'optique et que finalement, voilà, on en revient à ce que tu disais sur les objectifs. Si t'as pas d'objectif de faire quoi que ce soit avec ton argent, de découvrir un truc, de t'améliorer dans un truc, d'essayer peut-être de travailler moins et gagner tout autant, si t'es pas dans des objectifs comme ça, pourquoi pas? Tes C'est 15%, ils exactement peuvent ça. suffire. Déjà, typiquement, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Est-ce que, tu vois, moi, j'ai des copains, ils vont me dire, bah, moi, je préfère gagner 1 500 € et bosser 25 heures dans la semaine, plutôt que gagner 2 500 € et bosser 35 heures dans la semaine, tu vois? Mmh. Enfin, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Mais après, ce que moi, par contre, je trouve primordial et ce que les gens ne font pas assez, mais ça, après, encore une fois, c'est propre à chacun, c'est de réussir à définir des objectifs et à ce qu'on a envie dans la vie, notre pourquoi. Voilà, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est notre Merci. pourquoi et de faire les choses aux alentours qui vont avec, quoi. Ah merci, c'est mon message. Je promets aux auditeurs, je sais rien dire. Non, non, ça, Non, on non. n'a pas parlé de ça. Non, mais en fait, sans pourquoi, tu passes à travers la vie. Exactement. Tu peux avoir beaucoup de regrets en fin de vie et tout. C'est aussi ce que je pense. Après, moi, je dis pas, Ouais, j'ai peu encore une importe le fois que niveau j'ai de revenu, en fait, d'ailleurs, que tout à tu fait. gagnes un SMIC ou que tu gagnes 10 000 balles, si tu t'es pas posé la question de ton pourquoi, tu vas passer à travers la vie. L'argent, tu vas le gagner, tu vas le sortir, tu vas le gagner, tu vas le sortir, etc. Pourquoi est-ce que ça change quand tu poses la question de ton pourquoi? Parce que tout d'un coup, l'argent, tu te dis à quoi, enfin, en fait, l'argent sert à quelque chose. Tu dis, ah, ok, bah, c'est super, en fait, l'argent, peut-être que ça va servir à quelque chose. Oui, et puis si tu Euh, veux mettre des actions correctives, des choses comme ça, il faut bien que tu saches exactement. pourquoi est-ce que tu les corriges, quoi, Il tu faut vois, genre, aligner. voilà. Il faut aligner, en fait. C'est aligner juste, bah, ok, je gagne de l'argent, je vais décider de
j'ai décidé de l'orienter, enfin de le mettre pour ça, pour accomplir ça, pour faire ça, pour réaliser cette vision. Cool. Ma dernière question, c'était c'est quoi ton moteur aujourd'hui? Au début, c'était le jeu. Est-ce que aujourd'hui, tu es toujours autant grisé par le jeu, ou est-ce que maintenant c'est le jeu, le poker, c'est un outil, c'est un job, tu vois, c'est un outil pour te permettre d'accéder justement à un objectif, une vision que tu as définie pour toi, qui serait peut-être justement de travailler moins, de plus kiffer. Ouais, alors le poker, ça reste vraiment ma passion et c'est quelque chose que j'aime toujours. Après, bien évidemment que là, je sais que c'est devenu mon travail. Donc à partir du moment où c'est devenu mon travail, bah, c'est pour arriver à atteindre des objectifs, dans ma vie, personnelle. Et du coup, oui, mon but, c'est que j'arrive à me mettre «à l'abri» entre guillemets le plus rapidement possible et voilà, à être dans un endroit, avec ma femme, à faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire, à mon échelle quoi, en gros quoi, hein, avec mes envies. Voilà, c'est à ça qu'aujourd'hui j'espère que le poker permettra enfin voilà, c'est mon objectif avec mon travail de joueur de poker. Et ma dernière question, celle que je pose à tous mes invités, puisque tu as une fenêtre d'expression directe auprès il y a quasiment 25 000 personnes qui m'écoutent tous les mois. Donc à ces personnes-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les interpeller? Ouais, voilà, j'aimerais leur dire qu'il faut qu'ils réfléchissent, encore une fois, je reviens au pourquoi, mais je pense que c'est la chose la plus importante pour pas avoir de regrets dans la vie va vite, tout le monde a des contraintes et il y a rien d'impossible, mais c'est difficile pour plein de choses. Il faut juste réfléchir, prendre les dispositions, savoir ce qu'on veut et essayer de faire le nécessaire pour le faire et pas regretter quoi, tout simplement. Merci Alexandre. Je sais pas si les gens peuvent te retrouver, te contacter. Je sais pas si c'est un souhait que tu as. Bah, écoute, moi je suis ouvert à plein d'échanges, hein, parce que ça m'intéresse de parler avec les gens et d'échanger et bah, j'ai un Facebook alors et un T'as un et Insta, un ouais, Instagram ouais. dans un premier temps. Voilà, tout à fait. Donc je crois je sais même plus parce que je suis pas un spécialiste, mais ça doit être Non, mais alexandre.réard, enfin, il y a voilà. pas de souci. Mais Les gens qui tapez Alexandre Réard sur Insta ou sur Facebook, vous allez le retrouver. voilà, tout à fait. Si vous avez envie de le contacter, voilà. Bah merci Alexandre. Bah, merci à toi, c'était bien C'était- sympa. Ça change de Je beaucoup de viens de- tableaux, c'était cool. J'ai pas regardé l'heure en fait, et là je viens de voir que bah voilà, j'ai encore dépassé. Voilà. À chaque fois je me fixe 1h15, 1h30, j'ai encore dépassé. Je m'en fous parce que moi j'ai adoré, c'était passionnant et j'espère déjà que toi aussi t'as kiffé et que tous les gens qui nous écouteront kifferont aussi. Merci Delphine, ouais, c'était vraiment top, ça change de beaucoup de questions et c'était très sympa. Salut Alexandre! Ciao. Merci à vous, mes warriors, qui écoutez les épisodes jusqu'au bout. Je crois que je vais garder cette expression que j'adore. Et puis voilà, merci pour arriver jusqu'au bout, même si vous vous y reprenez peut-être à plusieurs fois, 2 ou 3 fois, pour arriver jusqu'à la fin. Surtout d'ailleurs si vous vous y reprenez à 2 ou 3 fois, parce que je le sais, parce que c'est souvent dur de se remettre dans un podcast quand on a été interrompu pour tout un tas de raisons. Souvent, on a envie d'arrêter là et de passer un autre podcast, un autre épisode. Et donc voilà, si vous êtes vraiment arrivé jusque-là en plusieurs fois, c'est chapeau. Je sais à quel point c'est juste pas évident. Alors si je dois retenir une chose de cet épisode, c'est que même les trajectoires les plus belles, les plus singulières et les plus rémunératrices nécessitent un travail intense, soutenu et surtout beaucoup de persévérance. J'ai envie de mettre en avant cette qualité qu'est la persévérance. Et je pense dont il faut faire preuve, certes pour être joueur de poker pro, mais en fait aussi dans la vie de manière générale, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe. Un peu à l'image d'un athlète qui impose à son corps une discipline vraiment acharnée. C'est un travail et on a probablement plus de facilité à se représenter le travail que c'est d'être athlète de haut niveau par rapport au travail que c'est d'être joueur de poker pro, parce que le travail athlétique du corps est probablement beaucoup plus palpable et on se le représente mieux que le travail du mental, qui pourtant est bien plus compliqué.
que celui du corps. En tout cas, c'est mon avis personnel. Voilà, et en fait, l'analogie entre la discipline du poker, le sport, je trouve qu'elle s'applique aussi à beaucoup d'autres domaines de vie, et probablement, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé à vous aussi dans ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et voilà, pourquoi en fait, je reviens à l'interrogation d'Alexandre en fin d'épisode. Pourquoi, en 2 mots, seriez-vous prêt à vous surpasser ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Qu'est-ce qui serait un moteur suffisant à vous surpasser, à sortir de votre zone de confort ? Et pour quel bénéfice souhaité ? Et pour quel résultat souhaité aussi idéal ? Voilà. C'est les réflexions que j'ai envie que vous emmeniez avec vous à la fin de cet épisode. Et j'espère que vous les garderez jusqu'au prochain. Non, mais longtemps, et que vous poserez pour y réfléchir sincèrement. Voilà. Et puis si vous avez retenu autre chose de cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec moi sur Instagram, par mail ou en commentaire sur Apple Podcasts, voilà, qui sont publics et qui sont toujours extrêmement agréables à lire. Voilà, je vous laisse à vos réflexions. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.